Il arrive dans la cuisine, il y a une puanteur atroce qui règne. Il y a un chat qui est cloué sur la table de la cuisine, il est mort. Ces gens, ils sont complètement fous, mais comment peut-on être fou au point d'aller jusque-là? Ça démarre très mal. Ça démarre très très mal. On a retrouvé des gens qui étaient attachés. Donc on a aussi commis des assassinats, des meurtres au sein de la secte. Ils prélèvent des organes, ils prélèvent du sang, ils mélangent ça avec du coca, ils broient et ils les mangent. Et il a l'impression qu'il est régénéré grâce à tout ça. Wow. C'est juste des malades mentaux, tous. Quoi qu'il arrive. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, c'est le retour de Philippe Boxeau, notre ami médecin légiste, pour une émission spéciale autour des sectes, crimes occultes, tout ce qui est satanique, vaudou, gens possédés, etc., qu'il a pu connaître. Il va parler des quelques cas mondiaux qui ont été vraiment horribles, comme par exemple Charles Manson, qui avait sa secte aux États-Unis. On va revenir sur toutes ces histoires-là. Juste avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne sur YouTube. Vous êtes environ 150 000 à vous abonner de plus chaque mois. Continuez de vous abonner, ça nous aide vraiment beaucoup. Vous pouvez le faire juste en cliquant sur s'abonner. Vous pouvez commenter aussi l'émission en 2 secondes dans l'espace commentaire. Vous pouvez la liker, ça nous aide sur l'algorithme. Et la petite cloche aussi pour être au courant des prochaines sorties. On vous en met 3 par semaine, le mercredi, le vendredi et le dimanche sur Légende. On est en podcast audio aussi sur Spotify, Deezer et Apple Podcast. On est les premiers podcasts de France. Merci beaucoup à vous tous d'être de plus en plus nombreux d'ailleurs à nous écouter dans la voiture, dans les transports. Quand vous êtes au bureau, quand vous êtes en train de faire du sport aussi, je vous vois quand vous postez des stories, là vous êtes en train de faire du footing, etc. Merci à vous tous d'être de plus en plus nombreux. Et avant de commencer l'émission avec Philippe Boxeau, je voulais remercier nos partenaires, c'est Carly. Carly, c'est les petits boîtiers que vous allez brancher à vos véhicules et qui vont vous permettre de faire un diagnostic complet. On est parti en bas pour vous montrer, ça sera plus simple que de le faire en studio dans une voiture. Regardez. Alors avec Carly, vous allez recevoir un petit boîtier à brancher sur la prise diagnostic de votre véhicule qui est ici, souvent en bas à gauche du volant, dans 90% des véhicules. Vous pouvez aller revoir sur le site de Carly si c'est compatible ou non. Ensuite, vous allez mettre l'application quand c'est branché. Là, on en a déjà mis une avant le tournage. Vous allez ouvrir l'application, vous allez mettre le modèle de votre voiture, c'est très simple, juste l'année, la marque et le modèle. Donc là, c'est une BM série 5 de 2020. C'est parti, on va lancer le diagnostic et vous puissiez comprendre bien le système. Diagnostic, vérifier les problèmes. Donc là, ça va chercher les problèmes au niveau de l'ABS, du système anti-vol, du moteur, de la clim, du système électronique en général de la voiture. On va essayer de débusquer tous les problèmes qui existent en ce moment et qui ne sont pas forcément affichés. Et là, on voit qu'il y a quand même pas mal de problèmes sur cette voiture pour le coup. On a juste après appuyé sur résoudre les problèmes. Ça va vous dire à quel kilométrage exact le problème est arrivé. Ça va permettre aussi de savoir pas mal de choses. Par exemple, si vous avez fait la révision, la vidange, à quel kilométrage, à chaque fois on a oublié quand on l'a fait, ça vous permet d'avoir un carnet d'entretien virtuel. Et là vous allez cliquer donc sur résoudre les problèmes. Ça va vous proposer, voilà, d'ici 2 à 3 jours de refaire l'exercice. Si jamais certains problèmes réapparaissent, il faudra dans ce cas-là aller au garage. Et on peut s'amuser aussi à mettre un logo d'une autre marque. Là, on est par exemple dans une BMW. On peut s'amuser, voilà, à mettre le logo Rolls-Royce. Et regardez ce que ça fait quand on démarre. Vous avez le logo qu'il y a dans les Rolls-Royce au démarrage. Ça, c'est exceptionnel. Et vous avez aussi donc, plus sérieusement, quand vous voulez vous garer sur la droite, faire un créneau, vous allez par exemple pouvoir baisser les rétroviseurs qui ne sont pas dans des options disponibles dans cette voiture. Vous allez pouvoir normalement, en mettant la marche arrière, le rétroviseur ne bougera pas. Mais grâce à Carly, vous appuyez sur codage et voilà. Et maintenant, en passant la marche arrière, le rétro va vers le bas pour pouvoir vous garer sans frotter les jantes sur le trottoir. Et vous allez pouvoir bénéficier avec le code Légende15 de 15% de réduction à la fois sur le boîtier et sur l'abonnement pour vous permettre de résoudre tous les problèmes de votre voiture. Donc vous pouvez le commander, il y a voilà, Légende15, ce code qui est pour vous. Et c'est parti avec la nouvelle émission de Philippe Boxeau, le médecin légiste spécial sur les rites et sur les sectes, sur Légende. On y va. Philippe Boxeau, le retour, il a dit. On ne sait plus combien de retours, mais ça en fait quand même quelques-uns. Ça fait plaisir de te revoir. J'arrête pas de retourner. Oui. Je suis très content de te voir. Merci, merci de prendre le temps avec ce succès sur les livres que tu connais depuis 1 an, depuis qu'on se connaît un peu plus d'1 an maintenant. Donc là, tu as sorti tes 3 premiers livres. Ouais. Il y a 4e qui va arriver au mois d'août, hein, c'est ça? Fin août. Entre le 26 et le 27. Il sort dans la nuit du 26 au 27 août. Ouais. T'as pas le titre encore? Ah non. J'ai l'image, donc la couverture, elle est faite. C'est fait, on a pris des séquences photos, c'est parfait. Mais le titre, j'ai pas. Bon, si jamais vous voulez mettre en commentaire de cette vidéo le titre, des propositions de titres, vous pouvez y aller en commentaire. Tu regarderas ou pas? Ouais, c'est pas moi qui vais regarder, mais j'ai toute une équipe qui regarde ça. Mais n'hésitez pas à mettre le mot la mort dedans. Il faut que le mot mort soit dedans. D'accord. Et il y a un thème un peu particulier ou pas? Non, il n'y a pas de thème. Pas de précision? C'est des histoires qui vont dans la suite des histoires du 2e et 3e livre. Donc non, il n'y a pas de thème précis. Bon, si jamais il prend votre titre, tu citeras dans le livre à la fin peut-être le nom de la chaîne YouTube qui propose. Oui, tout à fait. Allez-y, proposez un titre avec la mort un peu rigolo ou non, pas rigolo, hein?
Ah, ça peut Pas un jeu de mots aussi. Ça peut être un jeu de mots, ouais, tout à fait. Bon. Franchement, allez-y, libre cours, en commentaire, proposez des titres pour Philippe et on verra si jamais t'en prends un. Tu nous le diras, franchement, tu nous le diras. Je t'enverrai, moi, les plus drôles aussi. On va faire une petite sélection avec les community managers, là, ceux qui bossent sur les réseaux. On va parler de crimes occultes, on va parler de gens qui ont monté des sectes aussi, spéciales sectes, crimes occultes, sataniques, gens possédés notamment, etc. On va parler de gens très connus comme Manson tout à l'heure, ou des gens qui ont fait des crimes aux États-Unis assez sordides. Ça monte d'un cran dans les histoires. Toi, je sais que tu en as connu, un cas très particulier. On va peut-être pouvoir commencer par ça, si tu veux bien. Une histoire que tu as connue en Belgique, sur un vampire, et tu as gardé, si j'ai bien compris, et que tu montres à tes étudiants un morceau le buste. Il a été tué par un pieu, un énorme morceau de bois. Comment tu as pu garder un buste ? En fait, c'est pas une histoire à moi. C'est une histoire très ancienne. On ne sait plus exactement de quelle époque. Mais c'était avant la Deuxième Guerre mondiale. En fait, avant la Deuxième Guerre mondiale, on avait un musée. Il fut une époque où on n'avait pas de podcast, où on n'avait pas de dia, on n'avait rien pour montrer aux étudiants. Quand on voulait faire une démonstration, il fallait qu'on fasse un dessin au tableau, à la craie, ou qu'on ait sous la main un cadavre ou des morceaux de cadavre pour montrer aux étudiants ce qu'il y avait à montrer, ce qu'il y avait à voir. Et donc, toutes les universités avaient des collections d'anatomie, des collections de médecine légale. En anatomie, il s'agissait, par exemple, de la cuisse, puisque je vois ma cuisse, la première chose à laquelle je pense, ma cuisse, eh bien, on te la dépiotait pour montrer où passaient les artères, où passaient les nerfs, où passaient les veines. C'était la connaissance que l'on pouvait avoir de l'anatomie, puisqu'il n'y a pas de photo. Eh bien, on avait la même chose en médecine légale. Il fallait les montrer. On avait des bocaux, c'est des bocaux en verre, transparents, on remplit avec du formol et on met des morceaux dedans, de corps humain, en guise de démonstration pour les étudiants. Et à l'époque, ils avaient un musée qui, malheureusement, pendant la guerre, a été entièrement détruit, ou quasiment entièrement. Et il reste des bocaux, dont celui-là. Et de prof d'UNIF à prof d'UNIF de médecine légale, on se transmet l'histoire du bonhomme qui est dans le bocal. Attends, mais là, tu parles d'un bus, c'est des bus qui datent de quand ? À mon avis, c'est 19e siècle. Okay. Il a plus de 100 ans. Et ça reste en bonne... Il est en très bon état, le formol conserve super bien. Donc tu vois, t'as la peau, tu vois qu'il y a un trou avec un pieu en bois. Mais t'as quoi ? T'as tout le buste ? Oui. Attends, mais c'est lourd du coup. Comment tu peux trimballer à chaque fois un bocal avec ça ? On ne trimballe pas, il reste en place. Il reste en place. Donc le musée, c'était fait pour que le prof vienne avec ses étudiants pour voir les pièces et expliquer sur les pièces ce qu'il y avait à voir. C'est comme ça que ça marchait. Et puis il servait aussi pour les étudiants pour réviser. Donc quand ils révisaient la matière, je l'ai fait moi. Je l'ai fait. À l'époque de mes études, c'était les années 80. Il n'y a pas tous les moyens d'aujourd'hui. Donc, on allait dans la galerie anatomique voir les bocaux pour réviser notre anatomie. Et qu'est-ce qui lui est arrivé à ce monsieur-là qui a ce buste dans le pot, tu as un thorax complet. Thorax complet, ça veut dire que tu as les deux poumons, tu as le cœur, tu as la peau, tu as le thorax, tout y est. Et tu vois qu'un pieu traverse le thorax, tu as la peau. Il y a encore le pieu ? Oui, il est toujours là. Il traverse la peau, il traverse le thorax, donc les côtes, et puis il arrive directement dans le cœur. Et le cœur est transpercé par le pieu. C'est le pieu qu'on a appelé le bocal du vampire. Putain. Et pourquoi il l'a tué ? Il l'a tué comme pour un rite, pour tuer un vampire, pour une histoire débile de chat. En fait, c'est deux voisins. T'as Gerlando d'un côté, puis t'as le voisin de l'autre qui, lui, possède un chat. Et le voisin qui possède un chat, un jour, voit son chat disparaître. Il s'entend pas très bien avec son voisin. Il entretient pas la pelouse. Il fait des drôles de bruit dans sa maison. Et en fait, il y a juste... Les maisons sont mitoyennes. Donc les murs de leur couloir sont mitoyens. Il entend du bruit de l'autre côté, des trucs qui lui plaisent pas trop, bref. Et puis il constate aussi que les chats du quartier sont en train de disparaître. Le sien disparaît. Il se met à guetter, parce qu'il se dit, ok, les chats disparaissent, donc il y a quelqu'un qui les ravaude, qui les pique. Qu'est-ce qu'il fait ? Il est dans ses rideaux. Et il voit un jour son voisin sortir de chez lui avec des sacs poubelles, enfin des sacs, à l'époque c'est pas des sacs poubelles, mais des sacs remplis de je sais pas quoi, et qui traverse la rue, qui veut les enterrer dans un terrain vague qui se trouve juste en face de chez eux. Et avec un de ses copains, l'autre voisin de l'autre côté qui en a marre aussi de Gerlando, ils vont tous les deux déterrer les sacs, ils se rendent compte que ce sont des animaux, essentiellement des chats, qui se trouvent dans ces sacs, tués, égorgés et complètement ouverts. Et à l'examen, ils ne se rendent pas bien compte, il fait nuit, donc c'est un peu difficile. Et
il reconnaît quand même son chat. Son chat avait une marque dans le cou, en forme d'étoile, qui lui permet de dire « Ok, c'est mon chat qui est là, c'est lui, il a donc tué mon chat ». Il arrive comme un fou, il vient frapper chez Gerlando qui répond pas, il fait le mort, il y a de le dire. Les voisins sont un peu inquiets, donc on appelle la police, et la police se rend sur place, ce qui a pour effet de calmer le voisin qui appartenait le chat. Ok, ça va, il va laisser Gerlando tranquille puisque la police intervient. On est en 1800 et quelques, là, c'est vieux, oui, vieux. C'est 19e, hein, fin 19e. La police intervient aussi pour essayer de voir ce qui se passe, quoi. Le gars répond toujours pas, ils se disent, il est peut-être pas là. Il n'y a pas de lumière, il y a des bougies qui flambent un peu partout dans la maison, ça ok, mais il n'y a pas d'éclairage, il n'y a pas de signe de vie, on laisse tranquille. Et puis le voisin, un jour, il en a marre. Il rentre chez Gerlando. Il pète la porte, il rentre chez Gerlando. En fait, il arrive à la crocheter sans faire de gros dégâts. Il trouve Gerlando qui est première pièce à gauche dans son divan en train de roupiller. Il prend une espèce de batte de baseball, un gros bout de bois, quoi, et paf, il lui tape dessus, juste pour l'assommer, pas le tuer, mais l'assommer, pour qu'il lui foute la paix et qu'il puisse continuer à visiter la maison, ce qu'il fait. Il y a des bougies partout. Il arrive dans la cuisine, il y a une puanteur atroce qui règne. Il y a un chat qui est cloué sur la table de la cuisine, il est mort. Il a été égorgé. À côté, il y a un verre avec plein de sang. On verra qu'il y en a d'autres qui ont fait ça aussi, hein. Mais pas avec des animaux, avec des êtres humains. Plein de sang à côté du chat. Il se dit, ok, il boit le sang du chat. Et il constate que dans le thorax du chat, il manque un truc. Et ce qui manque, c'est le cœur. Donc il bouffe aussi les cœurs des chats, putain. Ce type est... C'était pourquoi On l'a jamais su. Et ça, je ne sais pas pourquoi. On a une histoire, tout à l'heure, on verra que le fameux vampire de Sacramento, hein, on verra que le gars, il faisait ça pour régénérer son sang, parce qu'il estimait qu'il en avait besoin. Il était un espèce de délire. Celui-ci, il était sans doute d'un délire similaire. Et là, notre homme, notre voisin, il n'est pas heureux. Qu'est-ce qu'il fait? Il attrape le Gerlando qui est toujours assommé. Il l'attache sur la table de la cuisine, là où il a précédemment attaché les chats. Il l'attache sur la table de la cuisine, il est bien maintenu. Et il attend que Gerlando se réveille. Il se met dans la pièce à côté, Gerlando ne le voit pas, et il se met à tailler un bout de bois. Un bout de bois en pointe. Un beau bout. Hein. Parce que quand je vois le pieu qu'on a, le diamètre, il est comme ça. Un gros manche à balai, quoi. Un gros manche très à balai, épais. C'est du bon. Il a le pieu, il est en train de le tailler. Le Gerlando se réveille, il voit qu'il est sur la table de sa cuisine, il découvre, il se met à gueuler. Et tu sais, dans ces cas-là, les gens, quand ils survivent, te racontent qu'ils sont toujours entre deux sentiments. J'ai envie que quelqu'un arrive, mais si quelqu'un arrive, c'est peut-être celui qui m'a mis là, il me veut peut-être du mal, j'ai pas trop envie. Et en même temps, t'as envie de crier. Et en même temps, t'as envie de crier. Donc, au départ, il crie, puis il n'entend rien. Le voisin se tient dans la pièce à côté, il continue à tailler son pieu, s'en fout, l'autre gueule. Rien à foutre. Hein. Il taille son pieu. Et puis, à un moment donné, il apparaît dans la cuisine, face à Gerlando, qui est sur la table. Gerlando reconnaît le voisin. Il dit, mais qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce qui se passe? L'autre ne répond pas. Mais c'est pour ton chat. Écoute, je suis vraiment désolé, j'aurais pas dû le tuer. Il se confond en excuses. L'autre, le voisin, continue à tailler son bout de bois. À un moment donné, il le plante, il le met contre la paroi thoracique. Il a en main un marteau en bois lui aussi. C'est pas nécessaire, mais c'est pas grave. Et l'autre lui dit ce qu'il n'aurait pas dû dire. Enfin, ce n'était jamais qu'un chat. Et là, il tape un grand coup de marteau. Le pieu s'enfonce et Gerlando finit par mourir dans cette position-là. Incroyable. Donc, c'est une histoire de vampire, si tu veux. C'est un vampire qui mangeait, qui buvait du sang de chat. Des chats et qui mangeait le cœur des chats. D'ailleurs, le voisin raconte qu'il a trouvé un chat en dessous de l'évier qui était en train de miauler, c'était pas bien manger, quoi. Et qu'il a laissé filer, qu'il a libéré. C'est un peu des gens possédés. Lui, il n'était pas possédé, c'était juste un cinglé. On fait une un peu spéciale crimes occultes. On va parler de ça après, justement, les gens sataniques, les gens possédés aussi. Est-ce que tu crois à ça? Non, pas du tout. Est-ce que tu en as... Pour moi, c'est juste des malades mentaux, tous. Quoi qu'il arrive. Alors, ils s'estiment possédés par quelqu'un, possédés par un être, disent-ils parfois, possédés par le diable. J'en ai connu plusieurs comme ça, qui ne sont pas nécessairement allés jusqu'au meurtre, mais on a une loi en Belgique qui permet de mettre en observation psychiatrique, c'est-à-dire d'envoyer à l'hôpital psychiatrique des gens quand ils sont en état de démence profonde, de maladie mentale, et qu'ils sont en danger ou pour eux-mêmes ou pour autrui. Et là, on peut les prendre, on peut les attraper, les maîtriser carrément, et les envoyer dans l'hôpital psychiatrique de force, pour qu'ils soient soignés, pour qu'ils soient traités. Et j'en ai vu des tas comme ça, qui estimaient être investis d'une mission divine, d'autres qui estimaient être Napoléon qui revenait, des réincarnations du Christ. On voit de tout. Hein. Des cinglés un peu. Ouais. Oui, complètement cinglés. C'est ce qu'on appelle des psychoses, c'est-à-dire des gens qui ne sont plus en contact
avec le réel. Est-ce que parfois, il y a t'arrives sur un crime, tu penses que c'est un tueur et en fait, c'est juste un objet qui a tué quelqu'un? Est-ce qu'il y a des accidents domestiques chaque année? Je crois qu'il y en a 40 000 par an de personnes qui meurent en France. Quand même, c'est beaucoup. Hein. Est-ce que ça peut arriver qu'il y ait, tu vois, j'en sais rien, quelqu'un qui tombe vraiment tout seul, pour le coup, et qui se tape la tête sur un mug, qui lui rentre dans la carotide parce qu'il se casse? Est-ce que ça t'arrive parfois d'avoir en fait aucun autre tu vois, tueur et juste en fait des objets? C'est arrivé à un roi de France. Un roi de France qui, au château de Blois, revenait d'un jeu. Et il s'est pris un linteau de porte. Tu vois, le linteau, c'est la partie supérieure de la porte Le plafond basse. de la porte, quoi. Il se l'est pris en pleine tronche, il a fait une hémorragie cérébrale. Il en est mort, oui, effectivement. C'est connu. Et toi, t'en as en Belgique, quelqu'un qui a glissé, tu sais, vraiment des accidents. Tu sais, parfois, il y a les Darwin Awards, les morts les plus bêtes, etc. On avait parlé d'une fourchette, un mec qui avait avalé une fourchette. Est-ce que ça arrive que parfois, quelqu'un glisse vraiment sur une banane, une crotte de chien, c'est un truc vraiment, une glace par terre, un truc tout bête Ça arrive, sur du verglas, hein. Rien qu'une plaque de verglas. J'ai un gars qui était en train de dégager son seuil, il est en train bêtement, à la pelle, de dégager parce que ça doit être libre pour le passage des gens. Il a glissé, tombé en arrière, et il s'est fracturé l'arrière du crâne, il est saigné, il est mort. Et il est mort sur place, il s'est jamais relevé. Ça arrive souvent? C'est des accidents, c'est régulier, ouais. C'est régulier. Les gens font pas très attention. Dans les escaliers, par exemple. Les escaliers, mais c'est la mort la plus crétine qui soit. Les escaliers sont des tueurs de nos maisons. Surtout quand tu les engages, tu engages les escaliers avec des chaussures qui ne sont pas adaptées, style des pantoufles, je ne sais pas comment on dit en France. Ouais, des chaussons. Ouais, des chaussons. On dit des pantoufles aussi quand on a plus de 60 ans. Ouais. Salaud. Je plaisante. Non, mais c'est marrant, tu peux. Je me vengerai, mais tu peux. Avec pas de contrefort derrière, tu vois, le pied est libre à l'intérieur de la godesse. Et là, c'est un billet de par terre. Ouais, des morts dans les escaliers ou ceux qui font tomber aussi, qui sont avec leurs enfants. On a déjà vu pas mal d'histoires comme ça. C'est-à-dire qu'il faut faire hyper gaffe quand vous avez vos enfants dans les escaliers. Faut vraiment faire gaffe, quoi. Et même des enfants qui doivent tomber dans les escaliers, ça arrive tout le temps. On est tous tombés dans un escalier un jour, en courant, en se dépêchant, et on se fracasse, quoi. C'est le plus dangereux d'une maison. On imagine souvent que c'est les prises de courant. Mais non, pas tant que ça, non. Tu peux te prendre un court jus, mais tu ne vas pas nécessairement mourir. C'est l'accident domestique le plus courant que tu as vu, toi? Les escaliers? Des morts, oui. Des escaliers, devant tout le monde. C'est des gens âgés ou c'est tout type de gens? Ah, c'est tout type, hein, tout type. En fait, il n'y a pas que les gens âgés qui mettent des pantoufles, des soquettes, comme on dit chez moi. Hein. Les soquettes, c'est des chaussettes. Ouais, mais chez nous, c'est aussi les pantoufles. D'accord. Et qui se baignent la tronche dans les escaliers. Alors, t'as un vol plané d'enfer de Dieu et waf, t'arrives droit devant dans le mur qui s'offre à toi, quoi. Un jour, t'arrives sur une scène de crime, il n'y a pas d'objet, tu comprends pas, et pourtant, il est transpercé dans le cou, le gars. Qu'est-ce que c'était que cet objet qui a disparu? C'est juste en arrière de la clavicule gauche. L'objet a pénétré là. C'est un objet qui a une structure relativement ronde, pas exactement ronde, elle est un peu imparfaite comme rond, et elle pénètre bas. Quand je mets mon doigt, je sens pas le bout, quoi. Et clairement, en passant là, elle sectionne des vaisseaux sanguins. Cet objet sectionne des vaisseaux sanguins. Et donc, on ouvre la partie dans un espèce de délire. Quelqu'un est venu, il neigeait. Et il y en avait des traces de pas dans la neige. C'était les nôtres. Il y a d'autres traces de pas dans la neige, c'était celles du propriétaire de la maison. Il était allé mettre ses poubelles sur le trottoir. Il y avait d'autres traces de pas dans la neige encore, c'est celle de son voisin, qui a remarqué que la porte du voisin d'en face, notre gars, était ouverte, et qui est rentré en disant c'est pas normal, la porte soit ouverte. Il l'a appelé, il n'a pas répondu. Il est rentré, il l'a trouvé mort, dans le living, donc une pièce attenante au vestibule, avec la table, la petite tablette où se trouvait le téléphone. C'est l'époque, il n'y avait pas les portables. C'était un téléphone qui était attaché au mur, avec un cadran. Il fallait faire un numéro, il fallait tourner une roulette, c'était génial. Et le type est là, il est tout mort à côté du téléphone, et le téléphone est par terre. Le cornet est décroché de là en main, mais personne au bout du fil. Il essayait d'appeler quelqu'un? Visiblement, ouais. Il n'y a pas d'autres traces de pas. Et donc, on m'appelle en me disant, écoute, viens un peu voir, ça pue le meurtre, cette affaire-là, faut que tu viennes. J'y vais, descente de crime, hein, la totale, on est tous là, les magistrats, etc. Et quand je regarde le bonhomme, je vois qu'il a ce fameux trou, et je me dis, je me réjouis de voir l'autopsie, ce qui a bien pu causer une affaire pareille. Mais il y a un truc qui m'étonnait, c'est qu'entre la porte d'entrée et l'endroit où on trouve le type, il n'y a pas de tache de sang. Normalement, avec un trou pareil, je me doutais bien que ça avait touché un gros vaisseau, ça doit couler. Et j'avais pas d'écoulement. Ça veut dire que l'objet qui a servi à le frapper était resté en place. Un peu comme un couteau qu'on tire pas. Il a été enlevé après la mort. Et qu'il a été enlevé après que le type se soit effondré. Donc, je me dis, ok, l'auteur est rentré dans la maison, il est venu retirer l'objet, il est reparti avec. L'arme du crime, tu peux toujours courir pour la retrouver.
forcément, elle n'est plus là. On part là-dessus. On fait l'autopsie et j'essaie de reconstituer l'objet. On ne peut pas faire de moule, à l'époque, on ne savait pas. Donc, j'essaie de reconstituer l'objet. Je vois que c'est un objet qui est pointu, se termine par une pointe. Donc je me dis, un pieu. Logique, hein. Un piolet acéré, quelque chose comme ça. Que l'auteur sera venu reprendre, parti avec. Pas de trace de pas de quelqu'un d'autre. Trace de rien. Beaucoup de sang, mais à l'endroit où se trouve le corps, pas ailleurs. Et puis dans la plaie, je trouve quelque chose de vert. J'imagine que c'est du végétal, effectivement, c'était bien du végétal. Profond dans la plaie, pas l'entrée, hein, profond. Je me dis, ok, si c'est du végétal qui se trouve profond, il n'était pas sur l'objet. C'est pas possible. Et je comprenais pas ce qu'il foutait là. Pourquoi ? Parce que quand tu tapes sur quelqu'un, que tu franchis à la fois des vêtements et puis la peau, l'objet est essuyé. Hein. Oui, ça serait resté sur le t-shirt. C'était sur les vêtements, c'était à leur visée entrée. C'est quoi, c'est de la mousse un peu ? Oui, alors justement. Donc je suis en train de regarder ça au microscope, je ne reconnais pas, je vois bien que c'est du végétal, et je vais trouver un de mes potes qui lui est un spécialiste botaniste à l'université, c'est une chance. L'université de Liège, comme toutes les univs, tu as des gens qui sont spécialisés dans tous les domaines. Et là, j'ai un botaniste, et je vais lui montrer ma petite coupe, quoi, hein, mon machin. Il dit, ah, c'est une mousse. C'est une mousse qu'on trouve sur les toits, et ça fait pas tilt. Ça fait pas tilt. Ça devrait, mais ça fait pas tilt. Il y a bon, une mousse sur les toits, qu'est-ce qu'elle fout là ? Je me dis, bon, c'est peut-être un objet qui servait à gratter les toits. Je pars là-dessus. On les trouve aussi sur les pierres, qui me dit, bon, un objet qui se trouve à côté d'une pierre. J'imagine, je sais pas. Et le juge, on était un peu perdu. On imaginait que c'était la femme dont il était séparé, qui avait un amant, qui était son meilleur ami, s'était barré. Elle s'était barrée avec l'amant. On était parti là-dessus. Le juge dit, écoutez, vous allez me les cueillir parce que, voilà, il y a beaucoup de chances quand même que ce soit un peu... Et puis on se rend compte qu'ils sont à Rome, ils sont pas là. Ils sont en voyage touristique. Donc et quand ils reviennent, ils ont les photos qui prouvent qu'ils sont bien en voyage touristique. C'est pas fin, c'est réel. Donc c'est pas eux. L'enquête morte, point mort. Mais pendant un moment. Pendant un moment, de ma faute en plus, parce que j'oublie d'analyser ce petit morceau-là. Et c'est quand le juge parle de reconstitution, je me dis, oh là là là, j'ai encore un morceau là à analyser. C'est là que je me dis, on va analyser le végétal. Sinon, je t'avoue, j'avais oublié. Et puis, on analyse le végétal, la reconstitution a lieu. Tu sais, je suis à côté d'un flic. Et là, c'était l'été, c'était plus l'hiver. Et quand tu es avec des gens que tu connais pas bien, tu parles de quoi ? De la météo. C'est ce qui marche le mieux, on parle toujours de météo. Et le gars me dit, ah, vous vous souvenez, ils avaient fameusement froid. Je dis, là, ouais, maintenant c'est l'inverse. Il fait à crever chaud. Il dit, mais froid comme ça, vous savez, on a rarement vu. J'ai d'ailleurs dû casser toutes les stalactites qui pendaient autour de la maison, parce que j'avais un peu peur qu'il y en ait un d'entre vous qui se la prenne. Ah ouais, et puis... Merde. Et tu vois, la pièce tombe. Mais d'un coup. J'ai presque envie de dire, bon Dieu, mais c'est bien sûr. C'était une phrase dans une émission télé française des temps passés, prononcée par Raymond Souplex. Et voilà. Bon Dieu, c'est bien sûr. Je te juge, monsieur le juge, ça va, c'est bon. Est-ce qu'on aurait une échelle ? Le juge, il se dit, Boxo, là, il vient de péter une durite. On va le laisser faire, il est peut-être dangereux. C'est vraiment l'impression que le juge m'a donnée. Je montais l'échelle, je suis allé sur le toit, et sur le toit, il y avait la même mousse. Tu vois que c'est la même chose. C'est la même mousse. Je dis au juge, ça va. Ce juge, j'ai compris. Le policier vient de me donner la solution. Et je lui explique. C'est une stalactite qui est tombée. Et la mousse, elle n'était pas sur la stalactite, elle était dedans. La stalactite, quand il est rentré, elle a fondu. Elle a fondu, bêtement. Donc, il n'a pas perdu de sang avant de se trouver devant le téléphone. Attends, mais à quel moment on peut mourir d'une stalactite comme ça qui tombe quand elle te tombe sur la tronche et qu'elle rentre bien, quoi. Elle est rentrée dans un espace. Ça rentre vraiment, un stalactite ? Ah ouais. Oui, elle est pointue. Hein. Et si elle tombe de suffisamment haut, c'est un objet piquant. Tu sais que parfois, je regarde, quand je suis au sport d'hiver et tout, tu passes sous un pont, sous un machin, il y a des stalactites qui font 2 mètres. Hein. Parfois, t'en vois des énormes, tu sais, tu passes. Celle-là... Ça fait 40 kilos. Hein. Ça t'empale. Ouais, pour de vrai. Hein. Ouais. Je savais pas que ça pouvait tuer quand même un petit comme ça, etc. Et donc, t'as trouvé la solution. Ouais. Et c'est sûr que c'est ça. Ah oui, parce que la mousse ne pouvait pas se trouver en surface, elle pouvait se trouver qu'à profondeur. Et donc, il n'y avait pas de tueur. La stalactite fondant, ben voilà, la mousse était à l'intérieur, ce qui explique qu'elle soit aussi à l'intérieur du corps et pas en surface. On va parler des crimes sataniques, des sectes, tout ce qui est crimes occultes, etc. On va parler de la secte de Charles Manson. Alors, la secte de Charles Manson, il y a eu un film. Est-ce que tu l'as vu, d'ailleurs ? J'ai pas vu le film. C'était Once Upon a Je me méfie Time des in films, Hollywood. parce que, tu vois, les films,
modifient souvent un peu pour romancer, et t'as pas la vraie histoire, et tu crois que ce que tu as vu dans le film est la vraie histoire. Bah ouais, c'est le cas en fait. C'est un film avec Brad Pitt et en fait donc c'est pas la vraie histoire totalement. Ils ont un peu changé d'histoire. C'est dans les années 60. J'ai noté les infos importantes. Après tu vas nous décrire ce qui s'est passé. Donc c'est aux États-Unis que ça va se passer. Charles Manson fonde la Manson Family. Donc c'est une secte dont le but est de déclencher une guerre raciale à l'époque. Alors, il va loin, selon lui, les Beatles étaient les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Il y a quand même des gars chauds. Et en fait, par leurs chansons, il leur ordonnait de préparer l'Holocauste avec ses disciples. Donc, c'est-à-dire, en fait, en gros, de tuer l'Holocauste. Voilà. Il va être condamné, etc. Machin, il va être attrapé. Il va faire des crimes très bizarres. Juste, c'est quoi l'enfance de Charles Manson ? Je vous mets une photo de lui assez jeune, mais je te parle vraiment de l'enfance avant 5 ans. En fait, regarde des photos de lui, regarde son évolution. C'est une catastrophe. C'est assez frappant. Ça vaut la peine d'être vu. Ça vaut la peine d'être vu. Donc Charles, il naît d'un père inconnu. La mère dit qu'elle pense bien que c'est un colonel de l'armée. Enfin, elle a connu plein de gens. Donc forcément, savoir lequel c'est difficile. Surtout à une époque où on n'a pas la génétique. Mais elle décide de se marier avec un bonhomme qui s'appelle Manson. Parce qu'au départ, il portait le nom de sa mère, Maddox. Et puis il s'est appelé Manson. Pourquoi ? Parce que ce monsieur a épousé sa mère un peu avant qu'il naisse. Il a reconnu l'enfant. Mariage n'a pas duré longtemps. Et quand le petit Charles avait 5 ans à peine, sa mère s'est retrouvée au trou. Donc elle était en prison pour des vols, des escroqueries, enfin toutes sortes de choses. C'était pas quelqu'un de franchement recommandable. Environnement familial pourri. Personne instable, quoi. Alors tu peux espérer, allez, ça va, c'est bien pour lui. À 5 ans, il quitte sa mère, qui n'a pas l'air top, qui s'est marié, qui a divorcé, bref, compliqué la mère. Il se retrouve chez ses grands-parents, qui l'élèvent. Ses grands-parents sont assez tyranniques, assez durs. Et visiblement, c'est pas non plus une éducation qui convient à l'enfant. Ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent chez les psychopathes. On l'a déjà dit dans une précédente émission, c'est que l'enfance est souvent assez perturbée. Il y a un moyen de savoir si peut-être un enfant va devenir psychopathe en 3 points. Qu'est-ce que c'est ? Alors pendant tout un temps, on a évoqué cette fameuse triade dont tu parles. Moi, j'en ai entendu beaucoup parler quand j'étais plus jeune. C'est comment savoir si un jeune va être psychopathe ou pas ? Ouais, c'est ça. Ouais. En tout cas, des éléments qui peuvent faire penser qu'il risque de le devenir. Ce qu'on appelait la triade de McDonald. Aujourd'hui, j'avoue qu'elle est remise en cause, elle est remise en question. Mais il y a quand même des trucs qui restent. Par exemple, de l'énurésie. L'énurésie, c'est le fait de se pisser dessus, la nuit, au lit. Pipi au lit, mais ça, tous les enfants font pipi au lit. Mais jusqu'à 10 ans, ça commence à être un peu complexe. D'accord. Donc au début, ça va, mais quand ça se prolonge, c'est peut-être... Il y a plusieurs causes, mais c'était un signe de tendance à la psychopathie. Deuxième point de cette fameuse triade, c'est la pyromanie. Donc le fait d'aimer foutre le feu. Regarder le feu, jouer avec, etc. Il y a plein de gosses qui aiment la cheminée aussi, tu vois, c'est ça. Si, j'ai joué avec les allumettes quand j'étais gosse. Heureusement, je me suis brûlé très vite, j'ai vite compris. Ensuite, il y a cette fameuse cruauté envers les animaux. Pas tous les animaux. Torturer des mouches, des araignées, des insectes, ça, on l'englobe pas. Mais torturer les animaux qui ont vertu d'être animaux domestiques, ça c'est un vrai problème. Et c'est les 3 points que l'on recueille d'habitude. Et c'est vrai que chez beaucoup de psychopathes, on les trouve encore. Il y avait déjà il y avait des signes précurseurs dans la jeunesse de Manson. Après ses 5 ans, il se fait abandonner. Bon, c'est compliqué, sa maman part en prison, machin. Est-ce qu'après, dans l'adolescence, il commence à être un peu bizarre aussi ? Oui, un peu bizarre. Il vole, il escroque. Il a aussi des tendances homosexuelles, des violences envers les hommes à caractère sexuel. Donc oui, effectivement. Et d'ailleurs, il va faire de la prison pour ça. Il va recruter des disciples, il va commencer la Manson Family un peu plus tard. Comment il va se lancer là-dedans ? C'est un drôle de truc. En fait, il a une élaboration mentale. On est chez quelqu'un qui est pas loin d'être psychotique. Donc, il a une élaboration mentale qui lui fait croire qu'il est la réincarnation du Christ. Ça démarre très mal. Ça démarre très, très mal. Quand quelqu'un te dit « je suis le Christ », il a un starter pack il est mûr pour l'hôpital psychiatrique, à tous les coups. Donc, il part avec ça. Ensuite, il lit la Bible, mais comme beaucoup de gens, il la comprend pas. Il l'assimile avec un album des Beatles qui s'appelle White Album, l'album blanc. Et il interprète ce que les Beatles racontent en fonction de ce que la Bible dit. Il fait une espèce d'amalgame qui n'appartient qu'à lui. Autour de ça, il crée des disciples. Ils sont entre 9 et 20. C'est pas des grandes bandes. Pas une très grosse secte. Non, mais... on va parler du temple solaire après, des grosses sectes. Petit, ça peut être vachement dangereux. Donc, il crée sa petite secte, son petit groupe, entre parenthèses, familial. Il y a des gens qui entrent, des gens qui sortent. Voilà. Et puis, il imagine que la Bible, mélangée avec les Beatles, lui disent que les Noirs et les Blancs vont se battre. En score aux échecs. Les Noirs contre les Blancs. Ou aux dames. Les Blancs contre les Noirs, pareil. Et que c'est les Noirs qui vont gagner. Mais ils ont besoin de conseils.
ils vont se tourner vers lui, car il sera le conseiller de la race dominante. Allez, c'est une élucubration qui est complètement crétine et débile, et t'as toujours des gens, mais tu trouveras toujours des gens pour suivre des débiles comme celui-là, hein. À tous les coups, t'en trouves. Et puis bon, il faut du fric. Manson va commencer à commanditer des assassinats. Commanditer, ça veut dire que c'est jamais lui qui tue, c'est toujours quelqu'un d'autre. Le premier à tuer, il s'appelle Bobby Beausoleil. Alors, ça, j'adore. Bobby Beausoleil. Bobby Beausoleil. C'est son nom, alors qu'il est américain. Oui. Il y a une histoire de LSD, juste pour expliquer avant le meurtre. Je sais qu'il y avait toute une histoire autour du LSD. Est-ce que tu en sais plus un peu sur la secte Manson? Oui, en fait, pour gagner un peu de sous, ils vont se lancer dans le trafic de cam. Ça marche bien. Hein. On était au début aux États-Unis de ce trafic-là. Aujourd'hui, il marche très très bien. Ce trafic, c'est une vraie merde. Donc, clairement, c'est une façon de gagner de l'argent. Ils en consomment également. À l'époque, la tendance, c'est le LSD. C'est la mode. C'est la mode. Et ça donne des espèces de vertiges hallucinatoires. D'allure, ouais. Voilà, clairement, c'est ce qu'ils font. Ils en consomment. Et comme ça, ils peuvent plus les manipuler aussi, peut-être, oui, les hallucinations, oui, absolument. etc. Il y a un changement de discernement, je crois, dans le LSD. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez croire plus de choses ou différemment que si vous en preniez pas, quoi. Faut faire gaffe, hein. C'est pas des trucs qu'on prend pour essayer, pour voir ce que ça donne. T'as déjà pris, toi? Non, jamais. Non. J'ai jamais rien essayé, moi. À part l'alcool, la cigarette, j'ai tiré une fois. Cigarette, hein. Fais gaffe parce que je parle pas d'un jour. Je peux dire qu'il y a des invités ici qui ont dit qu'ils n'avaient jamais bu, jamais fumé, et il y en a qui ont retrouvé des photos, des trucs et tout. Donc faut faire attention. Boire, ça, alors que c'est pas forcément vrai, mais enfin, c'est juste, il fait semblant de goûter. Ça, j'aime bien. Mais me voir avec une cigarette, tu me verras jamais. Ça n'existe pas. Non, t'as jamais essayé la drogue? Ah non. C'est très bien. Bah non. C'est vrai que je te dis ça un peu de manière étonnée. Non, mais c'est quand tu dis que t'avais essayé. J'ai une gueule de top. T'as pas une petite ligne là quelque part? Non plus, j'ai jamais essayé, mais c'est par principe. Non, juste savoir si t'avais déjà essayé du shit ou quoi, pour savoir par exemple, du cannabis, pour voir un peu les différences d'altération, si jamais il y a quelqu'un qui en a pris, tu sais, pour comprendre un peu. C'était en ce sens-là que je disais ça. Pour comprendre, non. Pour comprendre les armes à feu, je tire avec une arme à feu. Mais pour comprendre la cam, je regarde les drogués, je me drogue pas. Ah, il n'y a pas besoin, effectivement. Ouais. C'est plus. Faut dire qu'on a de quoi faire. Donc attends, donc son premier meurtre, tu disais, il envoie Bobby Beausoleil. On dirait un nom de BD. Ouais, on dirait un nom de BD. En Gaston Lagaffe. C'est fou. En fait, il a besoin de fric. Et il apprend qu'un gars, dont j'ai complètement oublié le nom, avait hérité d'une somme, on est quand même, il y a longtemps, de 21 000 $ à l'époque. C'était énorme, hein, c'était vraiment énorme. Et il envoie ces gars pour torturer le gars, pour qu'il avoue où il avait planqué l'argent. Il n'avait pas d'argent. Ils l'ont tué, ils l'ont massacré. Et ils ont tatoué les murs avec non seulement leurs empreintes digitales, parce que ça, c'était pas des malins. Je vous mets la photo à l'image là. Mais avec en plus des indications. Politique Piggy. Politique Piggy. Donc l'idée c'était. Cochon politique quoi. Faire en sorte que la guerre entre les Blancs et les Noirs démarre enfin, parce qu'il fallait quand même que les Noirs gagnent pour qu'ils puissent obtenir son statut. En fait, politique Piggy, pour expliquer un peu plus précisément, en gros, Piggy, c'était des cochons, et c'est comme ça qu'ils appelaient parfois les policiers blancs. Et donc, ils disaient, policiers, en fait, c'est les cochons au service de la politique, en gros. Voilà, politique Piggy. Et ils taguaient ça pour justement qu'on pense que c'était des Noirs qui avaient fait ça, et pour qu'ils commencent à s'accuser entre eux. Eux, ce qu'ils voulaient, c'est monter une escalade entre les Blancs et les Noirs, en gros. Pour enfin devenir le conseiller. Donc, une guerre raciale. Le rédempteur. Et là, Manson n'est pas arrêté sur ce Il n'est pas arrêté parce que, forcément, on ne le trouve pas. Par contre, le Bobby Beausoleil est un gros crétin qui a piqué la bagnole du bonhomme qui sont allés buter et qui roule au volant de la voiture. Il roule au volant de la voiture du mec qui l'a tué. On en a coincé des gens comme ça. J'ai un con qui a tué une dame, un vrai con, hein, qui a tué une dame pour lui piquer un peu d'argent et pour lui piquer sa voiture parce que la sienne était en panne. Oh là là. Un crétin complet. Il se baladait au volant de la voiture de la dame avec les cartes de crédit de la dame dans la bagnole. Il comptait vivre sur son compte. En Belgique ? Oui, en Belgique. Imaginez sans doute qu'on ne trouverait pas le cadavre de la dame ou que les policiers étaient assez cons pour ne pas se rendre compte que les cartes de crédit avaient disparu et que la bagnole a été volée, quoi. On a mis la bagnole au BCS et on l'a mise à disposition de la police en disant attention, on cherche cette voiture, attention, le type qui est dedans est dangereux, c'est sans doute le meurtrier de la propriétaire. Il s'est fait choper dans les 2 jours qui suivaient, quoi. Incroyable. Ah, mais il est con, hein. Il est con. Tant mieux, hein. Hey. Tant mieux, on les cale. On les en remercie. C'est pas plus mal. Hey. Merci d'être con. Et donc lui, il se fait gauler Bobby Beausoleil avec la voiture. Ouais. Il est au trou de Pilat. Hein. Ouais.
Donc Manson passe à travers les mailles du filet. Bah oui. Sauf qu'il va y avoir une autre histoire qui est vraie, d'ailleurs, qui est inspirée aussi. Enfin, le film est inspiré de ça. Once Upon a Time in Hollywood avec Brad Pitt, on en parlait tout à l'heure. C'est qu'il y a Sharon Tate qui est la femme à l'époque d'un réalisateur qui vont tuer. Et ça commence à être sordide l'histoire. Ils vont à une adresse en pensant y trouver quelqu'un d'autre. Et le quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un qui produisait des disques. Et Manson imaginait qu'il était évidemment un phénix, puisqu'il était la réincarnation du Christ. Il ne pouvait pas être autre chose que génial et que personne ne le comprenait. C'est toujours comme ça. Et donc, le producteur des disques ne l'a pas compris. Lui, le génie qui a écrit de la musique, etc., on ne l'a pas compris. Donc, qu'est-ce qu'il veut faire ? Le buter, pour lui apprendre à vivre. Donc, il envoie ses gars pour le buter. Le bonhomme, ça, ils ne le savent pas. Mais quand je te dis, ils sont cons. Le bonhomme a déménagé. Il a vendu sa maison à Roman Polanski, qui est l'époux de Sharon Tate. Il n'est pas là ce jour-là. C'est la femme de Roman Polanski. Ouais. Elle est enceinte en plus. Et le jour où interviennent ces sbires, Polanski n'est pas là. Il y a 3 personnes avec Sharon Tate. Ils tuent tout le monde. Donc ils auraient tué Polanski aussi. Ouais, ils l'auraient tué aussi. Dans une scène absolument apocalyptique, c'est au coup de couteau. Donc c'est des tas de coups de couteau chez tout le monde. Ils ont été peut-être un petit peu torturés aussi, ça. L'histoire ne le raconte pas, mais ça ne m'étonnerait pas. Et de nouveau, on a le mot pic qui apparaît au mur avec le sang des victimes. Ah ouais, on le voit là. Death to pig, mort pour les cochons. Ouais. Et là, elle était enceinte de combien ? Je crois que c'est 8 mois. Ils ont tué une femme enceinte à coup de couteau. Ça, j'ai de temps en temps. Et c'est vraiment... Ça, c'est des situations vraiment pénibles quand autopsie. Parce que non seulement autopsie la mère, mais autopsie le bébé, qui est mort à l'intérieur. Alors qu'à 8 mois, il est vivant, il est viable. C'est-à-dire que s'il est expulsé, il est vivant. C'est un nourrisson, quoi. Ouais. Qui est encore dans le ventre. Et toi, ça te fait plus rien, ça ? Si, ça continue, bien sûr. Les enfants, les bébés, tous ces machins-là, c'est compliqué. C'est compliqué. Avec le temps, tu t'y fais un peu, mais tu t'y fais jamais vraiment. J'en parle avec mes copains médecins légistes en France et dans les autres pays. C'est la même chose pour tout le monde. Ils vont enchaîner des meurtres. Là, ils en font pas mal. Qu'est-ce qui se passe dans les autres meurtres avant de se faire arrêter ? Ce qui va se passer dans les autres meurtres avant de se faire arrêter, c'est qu'il y en a une qui va être coincée. Bon, ce qu'ils font d'habitude, c'est la même chose que ce qu'on a vu. Ils dilacèrent les gens, ils les torturent, ils tapent des coups de couteau, il y a du sang dans tous les coins, bref, c'est un peu le même cirque. Il y a une dame qui est arrêtée pour vol de bagnole. Elle est en prison, et là c'est génial, parce qu'elle se vante. Elle se vante à ses co-détenus de faire partie de la bande à Manson, que personne ne connaît à l'époque, qui a tué. Et c'est comme ça qu'on le coince. Ah là là, à cause d'un vol de voiture. À cause d'un vol de voiture. Je vais vous montrer, alors là, si vous nous regardez sur YouTube ou quoi, je vais vous montrer la première photo de Manson que je vous ai montrée avant, ok ? Ça, c'est lui quand il était jeune, d'accord ? Je vous montre maintenant à côté, on va laisser les 2 photos côte à côte, la photo de quand il s'est fait arrêter. Regardez, avant, après. Déjà, la différence de regard, on a du mal à voir et à imaginer que c'est la même personne. Ça, c'est en 1968, là où il y a marqué S.O. Ventura CAL en bas, 22 avril 68. Et je vous montre encore juste après ce qui va passer en procès. Donc là, c'est en 68. En 71, il passe en procès. Il est condamné à mort, Manson. Il s'est fait une croix sur le front. Regardez la différence de tête. Pourquoi il s'est fait... déjà, comment ça va se passer, le procès ? Et pourquoi il se fait une croix sur le front ? Au procès, il va sourire tout le temps, il s'en fout. Il sourit ? Il s'en fout, oui. Il sourit, il s'en tape. Il est... Voilà. Tout ça, allez, il sait qu'il est condamné. Et il s'est fait une croix sur le front pour dire « Je suis déjà rayé, c'est bon, quoi ». Il n'y a pas besoin de me juger. Je suis rayé. Alors, ensuite, il la transforme un petit peu. Sa croix, elle devient une croix gammée. Alors, on le voit une photo après. Regardez. Alors là, c'est encore plus choquant. Regardez la différence de visage. On ne reconnaît même plus le mec. Non. Pourquoi il se fait une croix gammée ? Ça, on n'en sait rien. Sans doute par affiliation à l'idéologie nazie. Mais objectivement, on ne sait pas très bien. En tout cas, la croix, c'était pour dire « J'ai disparu, je n'existe plus ». Et il ne va pas être exécuté parce qu'il y a un changement de loi. C'est terrible, ça. On est en Californie. On est dans les années 70, et la loi 70, pardon, je fais la traduction pour nos amis français qui nous écoutent, la loi change, ça veut dire que l'abolition de la peine de mort. Et puisqu'il y avait des gens dans le couloir de la mort, eh bien, on gracie tout le monde. Quant à la peine de mort, leur peine est commuée en détention à perpétuité. D'ailleurs, Charles Manson meurt en prison.
À 83 ans, 19 novembre 2017, il va mourir en prison. Est-ce qu'on sait, déjà, ça a été une des affaires les plus médiatisées. Pourquoi ça a été autant médiatisé ? Ça a été autant médiatisé parce qu'on est dans une époque qui le permet, d'abord. Les médias existent bien, ils se développent. Et ensuite, parce que c'est le genre d'histoire qui séduit le public. Ça fait peur, ça terrifie. Ces gens, ils sont complètement fous. Mais comment peut-on être fou au point d'aller jusque-là, à terrifier les gens, à tuer les gens de cette manière-là ? C'est un homme qui a une emprise certaine sur les personnes qu'il a autour de lui. Et on verra ça dans pas mal de sectes où ça s'est mal déroulé, comme dans la secte du Temple solaire dont on parlera tout à l'heure. Ben voilà, tout ça... française. Ça, ouais, franco-belge. Franco-belge. Hein, parce que il y en a... Ouais, il y a un environnement qui fait que ça intéresse les gens. Il y a le vampire de Sacramento. Avant de parler du temple solaire, il y a eu un suicide collectif très important. Ça a été très médiatisé aussi en France et en Belgique il y a quelques années. C'est pas si vieux en plus, ça qui est fou. C'est que c'est pas si vieux et c'est que c'est très proche, c'est que ça a marché. On va expliquer comment ils ont réussi à enrôler. Est-ce qu'ils y croyaient ou pas eux-mêmes ? Tu vas nous expliquer ça après. D'abord, le vampire de Sacramento. Alors lui est très connu. Il s'appelle Richard Chase, c'est son nom. Donc c'est un tueur en série américain qui est actif entre 77 et 78. C'est pas une période très longue, mais là on parle des crimes occultes aujourd'hui, tout ce qui a un peu rapport avec le satanisme, avec les sectes, etc. Et donc lui, il est appelé le vampire parce qu'il va boire le sang de ses victimes, c'est sa passion. Mais il ne tue pas, et à contrario des autres, par plaisir. Non. En fait, lui, il a une enfance assez classique. Donc on n'est pas face à un psychopathe. C'est le même profil. On est face à un psychotique, donc à quelqu'un qui a une psychose profonde. C'est un schizophrène paranoïde. Donc, c'est quelqu'un qui est en psychose. Alors, le schizophrène, en général, c'est des dédoublements de personnalité, des trucs comme ça, des pertes de contact avec le réel, des gens qui entendent des voix. Les paranos peuvent entendre des voix aussi, mais ils sont persuadés que le monde leur en veut. Okay. Alors, ce sont des gens qu'on peut soigner. Et tous les schizophrènes ne sont pas dangereux, attention. Là, on est sur des cas extrêmement rares. On a reçu rarissimes. Ici un schizophrène qui nous expliquait, on l'embrasse d'ailleurs, je vous mettrai le lien si vous voulez voir la vidéo, hyper intéressant justement, il a jamais rien fait de mal, il a juste, parfois il voit des choses, il entend des choses, il a une altération un peu différente. On a eu un schizophrène très célèbre, dont j'ai plus le nom en tête, mais qui était un mathématicien extraordinaire et qui a obtenu pas mal de prix. Alors qu'il était schizophrène, donc schizophrène. Donc ça ne change rien à la qualité de l'homme, quoi. Bien sûr. Et la schizophrénie est malheureusement une maladie mentale dont on ne peut pas guérir, mais qu'on peut soigner en manière telle que la personne, comme celle que tu as rencontrée, fonctionne tout à fait normalement. Donc Richard Chase, photo de lui petit, donc enfance avec une discipline stricte. Son père le battait quand même. Donc tu dis pas une enfance. C'est pas. Si tous les pères qui battent donnent des enfants psychopathes ou psychotiques, le monde en est peuplé. Et c'est pas le cas. Donc c'est pas une enfance déglinguée comme on les connaît avec les psychopathes. Lui, c'est à 25 ans qu'il va faire un premier truc bizarre. Souvent, en fait, les psychoses apparaissent. Je le décris dans un de mes livres. Quelqu'un qui entre en psychose parce qu'il a consommé du LSD, parce qu'il a consommé des joints, parce qu'il a consommé de la drogue. Ça, j'en ai plein à raconter comme ça. Ça les met dans un état second, ils réatterrissent plus jamais. Et la psychose se déclenche. En fait, les psychoses sont des maladies de jeunesse. Elles apparaissent jusque vers 32, 33, enfin, c'est là que ça se développe, dans la jeunesse. Le jeune adulte développe sa psychose. C'est vraiment des situations hyper malheureuses. T'as quelqu'un qui fonctionne bien, t'as pas nécessairement de signes vraiment précurseurs que ça va pas bien aller. Si, quand on revient en arrière, on se dit « Ah oui, il y avait quand même ça, ah oui, quand même ça ». Mais c'était passé inaperçu, ça veut dire que c'était passé au bleu, ça veut dire que c'est passé comme une chose de, finalement, un petit accident, entre guillemets, presque normal. Il va se faire interner à 25 ans du coup, mais qu'est-ce qu'il va faire avec son corps ? Il est spécial. Il est persuadé que, son sang est empoisonné et qu'il faut le régénérer tout le temps. C'est la première chose. Et 2, il est persuadé aussi, il le raconte, il le dit, qu'on lui a volé ses artères pulmonaires. Attends, tu volais les artères... Comment tu fais ? 2, comment tu fais pour vivre sans artères pulmonaires ? T'es mort. Donc, la construction mentale qui s'est faite est illogique. Et ça, c'est typique des psychotiques. Ils n'ont pas de logique, ils n'ont pas ce contact avec le réel. Et lui... Il imagine qu'il doit tout le temps avoir du sang neuf pour faire en sorte que son sang soit régénéré. Qu'est-ce qu'il fait ? Il s'injecte du sang de lapin. Ça, c'est pas le bon truc. C'est pas le bon. Il s'injecte du sang de lapin dans son sang à lui. Oui. Il le boit pas, il l'injecte dans ses veines. Non, après, il a compris, il a plus fait. Mais il s'est injecté du sang de lapin, il a failli claquer, ça se trouve à l'hôpital. C'est pas con. Il y a une différence entre notre sang et le sang de lapin. Ah oui. Non, mais c'est pas forcément logique pour toi. On t'a jamais transfusé, enfin quand on du sang de lapin sanguine, non, mais maintenant, on fait des appels à la population, sinon
Est-ce C'est que clair si par que- exemple il n'y a plus de sang, non mais tu vois, c'est un vrai sujet. On peut pas. Il n'y a plus de sang. Est-ce qu'on prend du sang d'un animal qui est proche de l'homme, je sais pas, le singe, le Il peut cochon, pas- j'en sais rien. Il peut pas ne plus y avoir de sang. Il faut absolument que le public comprenne qu'on a besoin de sang. On a en France, comme en Belgique, la Croix-Rouge qui a besoin de sang. N'hésitez pas à aller faire des dons. On en a vraiment Mais besoin. en cas de guerre, Ça- environnement dégradé, il n'y a plus d'assos, il n'y a plus rien. Est-ce que soit tu es en train de te vider, est-ce que tu prends du sang de cochon, tu survis? Non, Du sang de singe? non plus. Non plus. Ouais. Non mais c'est pas bête quand même. Ça marche pas. Parce qu'on a déjà pris des morceaux de cochon ou de singe pour mettre sur le corps humain. Oui, Des organes. Ça, c'est. Oui, C'est effectivement. pour ça que je disais ça. On fait des greffes de valves à Ortique, par exemple, avec des valves de cochon. Tout à fait. Ouais. Ce qu'on appelle la valve biologique. Donc, je vous montre une photo. Pareil, c'est assez fou. Donc, du vampire de Sacramento, donc de Chase, avant. Donc, ça, c'est juste avant qu'il soit interné. Et juste après, regardez à côté la différence de visage. On sent déjà qu'il y a un truc qui cloche, pardon, dans Ouais. son cerveau. Quoi. Un truc qui va pas bien. Euh, Alors, il est heureusement là. Il est pris en charge. Il est à l'hôpital. Allez, quelqu'un, il s'injecte du sang de lapin. Tout de suite, il est Pas au une rayon discussion. psychiatrie. Hein. Il n'y a pas de discussion. Donc, les psychiatres le voient. On lui donne un traitement et il va mieux. il survit. Et ça, c'est le problème avec les traitements. C'est que les psychotiques qui ne se rendent pas compte qu'ils sont malades et qui ne l'assimilent pas nécessairement, de temps en temps, il y en a qui l'assimilent, ils savent qu'ils sont malades, ils en ont conscience, mais c'est assez rare. Qu'est-ce qu'ils font? Dès qu'ils vont mieux, ils arrêtent les médicaments. Et là, c'est sa mère qui l'enjoint, qui lui dit « Ok, tu vas bien, tu peux arrêter, c'est crasse. » Et c'est sa mère Sa qui... mère avait fait une erreur parce Du coup, que... waf, il replonge joyeusement dans la psychose, et là, il a besoin de sang. Il se rend compte qu'il ne peut pas s'injecter du sang de lapin, il l'a déjà fait une fois, ça s'est mal passé, donc qu'est-ce qu'il fait? Il tue. Il tue, mais de façon assez atroce. Et là, il y a un truc, mais complètement fou. Quand les policiers rentrent sur ces scènes de crime, et finalement, on se rend compte que c'est la même personne qui les commet, parce que, tu sais, quand tu as un cadavre qui est à ce point amoché, avec du sang partout, qui est giclé dans tous les coins, c'est des scènes de crime terribles, hein. Il a laissé sa empreinte digitale. Il réfléchit pas, j'ai peur d'être pris, hein. Il réfléchit, j'ai peur de mourir parce que mon sang est contaminé. Sa réflexion n'est pas la réflexion. Il veut que tout le monde- survivre, lui. Oui, En tuant. en tuant. Sa réflexion n'est pas la réflexion que tu aurais ou que j'aurais. Il cherche pas à maquiller. Et les enquêteurs voient autour des corps des ronds. Tu sais, des ronds de tasse ou de gobelet. Oui. Et des ronds Laissé par des qui vers. sont tachés de sang. C'est ça qui fait le rond, c'est du sang. Donc ils se rendent compte qu'il y a des vers, ils sont pleins de sang, et ils se disent, il en boit. Et ils ont raison, il en boit. Il en Est-ce boit. qu'il y a beaucoup de gens qui sont dehors et qui devraient être enfermés pour psychiatrie? Alors, il y en a beaucoup qui sont dehors et qui, à Tu mon vois, il sens, est devraient être enfermés pour psychiatrie. À Liège, on a beaucoup de gens qui hantent les rues, et qui sont à l'abandon, qui ne veulent pas être pris en charge, qui n'estiment pas être malades, et qui pourtant sont malades, sont des psychotiques, et qu'il faudrait pouvoir soigner, ils iraient beaucoup mieux. C'est pas dangereux Mais- pour la population, ça? Non, ils sont absolument pas dangereux du tout. Mais vraiment pas. Vraiment pas. Ils vivent dans un monde quasiment parallèle. Quand tu les croises, ils te voient pas. Ils se reconnaissent bien entre eux. Et c'est l'impression que j'ai. Hein. Chaque fois que je traverse cette place à l'envers à Liège, c'est une place où malheureusement il y a beaucoup de tox, de SDF, etc. C'est la même population. Et tu vois qu'ils te voient pas. Ils voient leurs copains. Ils vont dessus. Ils t'ont même pas vu. T'as l'impression, c'est vraiment l'impression que ça me donne, qu'ils sont dans un monde parallèle. Ils voient plus les vivants. Ils voient plus que les prémortems comme eux. Putain, c'est fou. Il faut les aider, mais on n'a pas les moyens. On a les moyens médicaux, mais on n'a pas les moyens de les y contraindre. Là, il va tirer avec une carabine, vraiment, il va tuer Ambrose Griffin, son premier meurtre. Il a 51 ans, le monsieur qui va être tué. Il va enchaîner après les meurtres. En fait, c'est à partir du moment où il commence à boire du sang d'humain, il vois, commence. Sa psychose a périclité, enfin on peut la faire comme ça aussi, il a Ouais, augmenté, c'est lui qui a périclité. Et il se met à enchaîner le meurtre. Pourquoi? À cause de cette psychose, il a besoin de sang, il veut vivre. Il veut vivre, il tue pour ça. Il choisit ses victimes juste avec la porte ouverte. Oui, c'est assez marrant ça. J'y ai jamais pensé. Je n'y aurais même jamais pensé. Donc quand il voit qu'une porte est ouverte, ça veut dire t'es le bienvenu. Qui va penser Putain, ça? tu peux tomber sur un zinzin n'importe quoi. Il est complètement cinglé. Et quand tu vois une porte fermée, il va pas parce qu'il n'est pas le bienvenu. Tu crois vraiment que les gens qui laissent la porte ouverte se disent « Chouette, il va venir me buter ?» Allez. Donc il est dans une interprétation du monde qui est la sienne. C'est ça la psychose. Est-ce qu'on a des détails sur ces meurtres et combien il en a fait? Bon, il a tué à peu près 6 personnes. Mais le nombre de personnes tuées n'est pas très important. Ce qui est important, c'est de voir pourquoi il le fait. Un mois. Et là, objectivement... Ouais, mais enfin, il y en a... Tous les 4 jours, 5 jours. Il y en a qui ont fait mieux. Hein. Ouais. Il y en a qui ont fait beaucoup mieux. Il prélève des organes, il prélève du sang, il mélange ça avec du coca,
il broie et il les mange. Et il a l'impression qu'il est régénéré grâce à tout ça. Waouh. Est-ce que tu imagines jusqu'où peut aller la pensée d'un psychotique? C'est surtout que Il n'y a pas de logique. Le cerveau humain est quand même très très particulier. À chaque fois que je te vois, je me le dis. Vraiment, à chaque fois je repars, j'ai 3 jours de sas après avoir vu Philippe. Je me dis, putain, merde, l'humain va tellement loin. C'est vrai, Ouais. on a du mal à imaginer qu'un Aussi mec, bien dans le bien que dans le mal. Hein. Oui. Parce qu'ici, on parle que des gens qui commettent des meurtres, etc. On n'est pas dans les gens qui sont un bienfait pour la société. C'est valable dans les deux sens. Et son dernier meurtre, je crois qu'il est très particulier aussi. C'est une femme, de nouveau, hein, porte ouverte, il se dit, j'y vais, elle est enceinte. Il a tué à l'arme à feu. Il l'ouvre un peu bien moins bien que je ne le ferais moi-même. Hein. Mais enfin, il l'ouvre quand même. Il prend les organes, il fait la même chose que d'habitude. Il les broie, mélange avec du sang, mélange avec du coca. Mais cette scène est un vrai carnage. Et c'est grâce au fait, d'ailleurs, que les scènes étaient un vrai carnage, qu'on a pu se dire qu'il y a une seule personne. C'est sa signature. D'ouvrir les corps et de laisser du sang dans tous les coins, de laisser ses empreintes digitales aussi. Donc c'est une vraie signature. Et grâce à ça, on va pouvoir relier tous les meurtres. T'as déjà goûté du sang? On a goûté déjà une Oui, goutte de bien sang sûr. à nous-mêmes sur le doigt, mien. on se coupe, on met dans la bouche. C'est Le pas mien. bon. C'est un goût de métal. Ouais, mais tu imagines boire une mixture déjà mélanger du coca avec du sang, ça doit être Non, c'est ghetto. pas bon. Mélanger du cœur, des mix, ils mixent tout ça. Il y a même pas de truc qui est bon. Toi, tu te dirais pas c'est un truc incroyable, mais c'est interdit, c'est même pas bon. Son cerveau pense que c'est bien. Son cerveau pense que c'est bien pour lui, pour sa survie, et donc il le fait. Comment il va se faire donc il y a une enquête. Comment il va se passer? Comment il va être arrêté lui? Mais l'enquête, elle n'est pas très difficile. Enfin, il est difficile de l'identifier lui, Ouais. mais il est très facile de faire le lien. Il laisse ses empreintes digitales. La signature est la même, il a ouvert les corps et il a bu du sang, etc. Il n'y a pas 36 mecs qui font ça dans la même ville au même moment. Hein. Ça, t'es tranquille. Donc c'est bien le même gars. Il y en a un, on a tous les meurtres en connexion. Tout le truc, c'est de le coincer. Et heureusement, un jour, il y a un témoin qui le voit et paf, on le capte. C'est bon. Grâce à un témoin. Il va se faire arrêter. Photo, regardez là, le mugshot, hein, la photo s'appelle comme ça, la photo prise au commissariat lors de son arrestation, voilà, Sacramento, Californie, on le voit, Sheriff Department, avec le numéro. Ils vont aller chez lui, la police, après l'avoir arrêté. Qu'est-ce qu'ils vont découvrir? Bah forcément. Il s'était fait des petites réserves pour les temps difficiles. Quel enfer. Donc dans le frigo, tu trouves des organes, tu trouves du sang, tu trouves tout ce dont du coca sûrement. Hein. Tu trouves tout ce dont il a besoin pour satisfaire ses pulsions et surtout pour calmer ses angoisses, parce que tout vient de là. Ça paraît impérial. Pourquoi ils gardent les tueurs? Pourquoi ils gardent des trucs chez eux? Ah, lui, Parfois, il y en a qui gardent des crânes, tu le disais, tu sais, ouais, pas d'anecdote ça, avec les tueurs en série. Il y en a qui gardent des souvenirs de ce qu'ils ont fait. Ça leur rappelle ce qu'ils ont fait, ça les renforce dans leur ego. Mais lui, c'est pas pour ça du tout. Lui, c'est simplement à visée utilitaire. Hein. C'est parce qu'il en a besoin. Il assume au procès? Ouais, il assume pas tout. Hein. C'est rare ceux qui assument tout. Lui, il assume la cruauté envers les animaux, ça, il n'a pas de problème avec ça. De toute façon, on le sait, puisqu'il s'est déjà fait un lapin pour s'injecter le sang du lapin. Mais par contre, pas envers les humains. Mais ça ne sert à rien. Et de nouveau, il est dans une psychose. Ça ne sert à rien. T'as les organes, ils sont dans des pots. On sait faire la différence entre des organes humains et des organes animaux. Donc on sait qu'il a tué des humains, on le sait. Et lui, il a l'idée que s'il nie, il va néanmoins échapper à la justice. Ça, il peut courir, ça n'arrivera pas. Et après, il a avoué. Il a expliqué qu'il avait besoin de ça pour se faire régénérer. Il a expliqué, oui. Ah oui, mais ça, il valait mieux parce que c'est pas en regardant ce qu'il a fait qu'on peut nécessairement comprendre pourquoi il le fait. Il y en a qui supportent pas des criminels qu'on leur montre des photos de leurs crimes. Ça arrive. Moi, je n'interviens pas à ce moment-là. Mais ce qui m'est déjà arrivé, c'est à une cour d'assises. À une cour d'assises, je devais présenter, à la demande du magistrat, sinon je le fais jamais, je devais présenter des photos de la victime. Mais pas vivante, morte. Des photos de la victime morte et de l'autopsie. Et tous les jurés ont bien tenu le coup. Et j'avais un peu peur parce qu'en général, les jurés, c'est monsieur tout le monde. Donc c'est pas des gens qui sont habitués à voir des choses pareilles. Être juré au procès, vous pouvez être tiré au sort dans la vie civile, Ouais. vous pouvez être boucher, boulanger, peu importe, un autre métier qui n'a rien à voir avec. Et puis on vous dit, vous êtes obligé, c'est une obligation de citoyen d'aller en tant que juré. Donc c'est-à-dire que vous allez faire partie du procès pour voter aussi sur est-ce qu'il est coupable ou pas, quoi. C'est ça. Donc, Et donc lors d'un procès, jury est constitué, ok. Lors d'un procès, celui qui est tombé dans les pommes, c'est l'auteur. En voyant les photos que je présentais, on a dû suspendre le procès, j'ai dû m'occuper de lui, etc., pour voir comment il allait, quoi. Est-ce que des fois, tu caches
aux familles des victimes les détails quand tu vois, ils arrivent et toi tu essayes d'englober pour pas qu'ils sachent non plus, parce que toi tu nous racontes des trucs un peu parfois crus, voilà, parce qu'on ne sait pas qui c'est, on resitue pas, il n'y a pas la ville, le pays, les années, machin. Ouais. Enfin le pays on a pas de doute, mais etc. Mais est-ce que quand il y a une famille qui arrive, tu essayes de pas donner de détails parce que ça sert à rien? Alors ça dépend. Les familles, je peux pas nécessairement leur causer. Je peux leur causer que s'ils le demandent et si le procureur est d'accord. Le procureur ou le juge, le magistrat en charge du dossier. Sinon, je peux pas leur causer. C'est interdit, secret judiciaire. Donc, je peux pas, je le fais pas. Une fois que j'ai les autorisations et si la famille le demande, ok, je veux bien. Et à ce moment-là, je leur mens jamais. Ah, tu leur mens pas? Non, jamais. Et donc, Richard Chase, il va être condamné le 8 mai 79 à la peine de mort pour ces crimes, malgré les preuves de sa maladie mentale. Il est officiellement un peu fou. Il a été exécuté ou pas, lui? Non, il n'a pas eu le temps, en fait. Il s'est suicidé en prison. Il recevait des médicaments pour sa maladie, forcément. Il est thésaurisé. Les thésaurisés, ça veut dire qu'il les conservait, il les planquait, et puis quand il estimait en avoir assez, il a tout pris d'un coup pour mourir. Pour parler des sectes, c'est un sujet intéressant, important. Cette fois-ci, c'est une histoire qui te touche un peu, parce que tu as un copain qui est devenu fou suite à cette histoire. C'est l'histoire de l'ordre du Temple solaire. C'est une secte qui a été faite par c'est franco-belge, pour être précis. C'est un Français, un Belge. L'OTS, on dit Ordre du Temple solaire. Donc là, c'est quelque chose qui nous touche de manière proche géographiquement, culturellement. C'est de la même période que nous, puisque c'est passé en 1980, 94, 97. À la fin, il y a eu des suicides de masse. Donc c'est vraiment il n'y a pas longtemps. Donc voilà, c'est très récent. Donc c'est fondé en 1980 par un Français au départ, Joseph Dimambro. Joseph Lemembre, non je sais pas comment, Joseph Dimambro, je sais pas. Je n'oserais pas me lancer dans c'est pas ça, Dimambro. Il prétendait être en contact avec des maîtres cosmiques, ce garçon-là. Alors ça reste un mystère. Encore aujourd'hui, il y a plein de points qui sont pas vraiment élucidés. Qu'est-ce qu'on sait de lui? C'est un Français, c'est un homme d'affaires. Et il aime l'ésotérisme. Il y a plein de gens qui aiment l'ésotérisme, ne sont pas dangereux pour la cause. Accusé d'escroquerie plusieurs fois. C'est un homme d'affaires un peu sulfureux, quoi. Mais à partir du moment où il était intéressé par l'ésotérisme, il s'intéresse aussi aux sociétés secrètes. Et il fait partie de ce qu'on appelle les Rose-Croix. Alors, n'allez pas penser que les Rosicruciens, les Rose-Croix sont nécessairement des gens pervers, malhonnêtes. J'ai jamais entendu. Qu'est-ce que c'est que Rose-Croix? Les Rose-Croix, c'est pas une secte, c'est aussi un groupe comme tu as les francs-maçons, comme tu as d'autres groupes du genre, qui sont basés sur des rites et sur des initiations, voilà. D'accord. Mais comment ça s'appelle d'ailleurs les sociétés de francs-maçons, de Rose-Croix? Comment on appelle ça? De façon générale, les groupes dans le public, on appelle ça des sociétés secrètes. Sociétés secrètes. En fait, ce ne sont pas très secrets, parce que si tu veux savoir si quelqu'un est franc-maçon ou pas, c'est pas très compliqué. Ou rosicrucien, c'est pas très compliqué. Comment on sait si quelqu'un est franc-maçon? D'abord, on lui demande. Alors, il te répond pas. Ensuite, tu vois qui il fréquente. Mais il faut pas ne pas le dire quand t'es... non? C'est laissé à la libre appréciation de celui qui en fait partie. C'est lui qui décide s'il le révèle ou s'il le révèle pas. C'est sa liberté totale. Et si jamais il dit je peux pas le dire, déjà tu sais qu'il l'est du coup. Ouais, je peux pas le dire. Mais s'il dit je peux pas vous répondre. S'il dit je le suis pas du tout, machin, etc. Comment tu peux savoir si quelqu'un est franc-maçon? Est-ce qu'il y a un signe? Alors là, il y a une poignée de main différente. Ah oui, mais ça c'est dans tous les bouquins sur la franc-maçonnerie. Si tu veux savoir comment fonctionne la franc-maçonnerie, comment fonctionnent les Rosicruciens, va dans une librairie, on t'explique tout. Hein. Attends, viens, montre-moi si tu veux. Ah, attends, normalement, Antoine, c'est celui qui tient la caméra. Attends, on va faire ça, on va se prendre un coup de jus. Voilà. On va mettre la main. Vous faites ça? C'est un signe de franc-maçon. C'est pour pas se prendre de coups de jus. Parce que comme il y a de la moquette électrique ici, on se prend des gros coups de jus. Là, tu as notre main ou pas? Parce que Antoine tient la caméra. Donc là, on se serre la main normalement. Voilà, exactement. Bonjour monsieur. Voilà. Et là, de ce que je sais, je vais te serrer la main en franc-maçon. Avec ce doigt-là. Ton index? Mon index, exactement. Je te tiens le poignet. Et là, normalement, c'est un signe franc-maçon. D'accord. Je te demanderai pas comment tu as appris ça. Tu diras bonjour à ton père. Merci Antoine, en tout cas. Non, c'est ok. C'est vrai qu'il y a toujours des trucs comme ça. Il y a un fantasme autour de ces sociétés secrètes, comme quoi elles détiendraient un secret particulier. Et ceux qui aiment l'ésotérisme, qui sont prêts à croire à des couillonnades comme celle-là, forcément vont être attirés soit par la franc-maçonnerie, soit par le Rosicrucien, soit par d'autres tendances, sociétés secrètes encore, quoi. Excusez-moi, je note, je dis ce que je fais avec mon téléphone, je note franc-maçon, voilà.
franc-maçon, parce que je pense que c'est une bonne idée de recevoir un franc-maçon. Je vois que là, on te pose des questions pas. et on se demande toujours des trucs, juste pour recevoir quelqu'un qui est franc-maçon, qui nous explique ce que c'est. Ouais. Peut-être aller dans un endroit, je sais pas comment dire, une loge. Oui, une loge. Où ils sont, et pour nous expliquer de l'intérieur. Je pense que c'est des sujets, on n'a pas tous les jours l'occasion de parler avec quelqu'un qui est franc-maçon, on ne le sait pas, et donc ça peut être intéressant d'expliquer ce qu'ils font. Et donc Rose-Croix, pour revenir à notre histoire du Temple solaire, c'est un peu le même genre de société secrète. Oui, c'est une société secrète. Qui ne sont pas des tueurs, du coup. Et C'est quelque chose de... à Bruxelles, en plus, si un jour tu vas à Bruxelles, tu verras, il y a la galerie du roi et la galerie de la reine, et leur entrée se trouve là, donc on sait où ils sont. On sait où ils sont, ça ne dérange personne, ils font de mal à personne. Ici, le gars, c'est un cinglé qui rentre à l'intérieur de ce groupe qui n'est pas constitué de gens cinglés et qui essaie de trouver, de percer le grand secret du monde, quoi. Voilà. C'est le fantasme absolu, quoi. Ces gens sont capables de croire au Graal, à la quête du Graal et à tout ce genre de couillonnade. Mais parce que je crois qu'il y a un rituel où quand tu n'es pas franc-maçon, tu passes de ta vie de profane à ta vie de... Donc, c'est-à-dire... Ah, mais dans toutes ces sociétés ceux qui ne savent secrètes, pas. ce sont les sociétés initiatiques. Donc il y a une initiation. Le mot initium en latin, ça veut dire le début. Donc il y a un moment où tu es initié, ça veut dire où tu entres, c'est le début de ton entrée, soit dans l'loge franc-maçonnique, soit dans le temple des Rosicruciens. Alors, il y a on vous expliquait tout à l'heure que le Temple solaire, c'était une secte franco-belge, parce qu'il y a un médecin, un ancien médecin, qui s'appelle Luc Jouret. C'était quoi son rôle à lui, à Luc Jouret ? C'était la tête de proue, c'est le personnage qu'on mettait en avant. Ouais, c'était un beau parleur, il séduisait, il a une belle gueule en plus. Hein. C'est un il est beau gosse, il est beau gosse. Il sait parler, donc il est capable de capter des gens. Il donne confiance, ça c'est un grand truc chez les gourous, c'est toujours donner confiance, et puis il les attire au sein de sa société. C'est pas mal. C'était la figure publicitaire. Ouais, la figure de proue. Il les attirait. C'était quoi le but du Temple solaire ? C'était quoi leurs croyances ? On parlait tout à l'heure des croyances occultes de Monson, c'est quoi ? C'est toujours la même couillonnade, quoi. Donc il revenait à l'époque des Templiers, donc ils voulaient retourner aux sources originelles de la foi, de la croyance, etc. En même temps, ils annonçaient la fin du monde et ils expliquaient que tout le monde allait faire un voyage vers Sirius. Allez. C'est quoi Sirius ? Sirius, c'est une étoile qui se trouve dans notre système, dans notre galaxie. Tu la vois d'ailleurs, Sirius. Tu peux la regarder, tu peux la voir la nuit. Comment on peut croire à tout ça ? Ah, ça, je me le demande toujours. On a eu quelqu'un qui a été chez Raël, là, chez la secte de Raël. Il disait qu'il parlait, pareil, à d'autres personnes sur d'autres... Mais Raël, si je me souviens bien, il pensait avoir été enlevé par les extraterrestres. Les extraterrestres, comment on peut croire à tout ça ? J'en sais rien. Pour moi, c'est incompréhensible. Je suis incapable de croire. Donc, j'ai pas le gène. Je sais pas, même pas si c'est génétique. Je suis incapable de croire. Alors, contrairement à Raël, avec l'ordre du Temple solaire, ils vont chercher des gens instruits, qui ont réussi financièrement. Ils vont chercher des médecins, des notables, en fait, des avocats, des ingénieurs, des chefs d'entreprise. Un, tu as un niveau intellectuel qui est pas triste, et deux, tu as des gens qui ont du fric. Donc, ils vont pouvoir aider la secte, s'il s'agit bien d'une secte, à être mieux dans ses petits papiers, quoi. Là, on voit des photos du Temple solaire, de l'intérieur, vous voyez, là, il y a des gens qui ils mettent les mains, vous voyez, sur le torse de manière un peu différente. Ils ont des grandes capes, un peu comme les Templiers. C'est les capes de Templiers. Ouais. C'est ça que je te disais, le retour à l'idéologie templière. Il y a une ancienne adepte, d'ailleurs, de l'ordre du Temple solaire, qui dit avoir été témoin de l'apparition de maîtres, du Saint Graal, de l'épée d'Excalibur, des 12 apôtres et même du Christ. Il y en a qui croient ou ils inventent, ils disent, tiens, toi, tu vas dire ça. Alors, tu as des faux. Ils t'inventent, ils essaient de te faire croire. Tu en as d'autres, par contre, qui sont persuadés de l'avoir vu. C'est une élaboration mentale qui fait que finalement, tu y crois. Il y a d'autres qui sont persuadés aussi. Il y a moyen de se persuader qu'on n'a pas commis des faits, qu'on a vu des trucs, il y a moyen de se persuader de plein de choses. C'est une forme de mythomanie. Et à force de répéter un mensonge, tu finis par y croire vraiment. Donc si tu te répètes une histoire en voulant y croire, si tu te répètes d'une histoire, tu vas finir par oublier quelle est la vraie histoire et ne retenir que ce que tu as inventé. Il va réussir à faire croire aux adeptes, Joseph, à la naissance du Christ. Ah oui, ça c'était malin parce que sa femme était enceinte et il a fait tout un machin, tout un truc pour faire croire que c'était le Christ qui revenait, quoi. Et qu'on assistait à la naissance du Christ. C'était beaucoup de manipulation, beaucoup de jeux scéniques, beaucoup de, comment on appelle ça, de mise en scène, de trucage. Voilà. Et les gens y croyaient. Tu sais, à partir du moment où tu captes la confiance des gens, et on a envie, en général, de croire en quelqu'un, et en général, on est déçu.
Regarde, tous les présidents de la République, ils ont toujours à un moment donné déçu. On y croit, on les nomme, on est heureux qu'ils soient là, et puis on se rend compte que tout comme ça, ça va pas nécessairement mieux. Pourquoi ? Parce que c'est le monde Dieu, évolue pas. C'est pas Dieu, c'est des êtres humains, et le monde ne plie pas à leur simple volonté. Donc, au moment où on a compris ça, on a compris que l'être d'exception, le Messie que l'on attend dans tous les secteurs de la vie n'existe pas. Là, ils ont fait confiance, ils croient. Donc forcément, ils font confiance aux gars, ils voient par des choses extraordinaires. Oh, c'est merveilleux, je fais partie de cette secte-là. Donc ça renforce encore leur conviction d'appartenir à quelque chose d'exceptionnel. Il y avait une hiérarchie, comme chez Raël à l'époque. Là, il y avait une hiérarchie dans l'ordre du Temple solaire. Il y avait les frères et sœurs, adeptes, on va dire, ça, c'est la base. ordinaires. Voilà. Tous les nouveaux arrivants, les notés, ouais. C'est des stages de développement personnel, pas au courant vraiment des objectifs de la secte. C'était assez flou. Après, il y avait les Templiers. Donc là, c'était le haut niveau, le haut du panier, recrutés parmi les membres les plus fidèles et influençables. Donc ça, c'était au fur et à mesure. Et ceux qui avaient le plus de moyens. Ouais, de moyens. Ils devaient souvent verser d'importantes sommes d'argent et vont obéir au maître. Il y avait les anciens et le Conseil suprême. Là, c'était vraiment les plus haut placés, responsables de l'organisation des rituels, du contrôle des membres, des finances, du recrutement, de la sécurité, etc. Et après, il y avait les chevaliers du dernier temps, comme ça qu'ils s'appelaient. Et donc les dirigeants, c'était Joseph et Luc, les deux. Ils se faisaient une hiérarchie. Le but final, c'était quoi ? C'était financier ? Ils y croyaient eux-mêmes à leur baratin ? C'est difficile à dire, parce qu'ils sont morts. On va le voir, ils sont morts. Donc on n'a pas pu les interroger. Et ça reste une zone d'ombre par rapport à cette secte. Et le fait justement qu'ils soient morts, en même temps que leurs adeptes qui sont poussés à se suicider. On peut en parler si tu veux, du carnage, ça vire au carnage. Là, ça vire au carnage à un moment donné. Donc, il y a des gens qui veulent mourir, ils se suicident, ils se tirent dessus ou ils s'empoisonnent, et il y a d'autres qui ne veulent pas mourir. On va retrouver des gens qui étaient attachés. Donc on a aussi commis des assassinats, des meurtres au sein de la secte. Donc tu avais des vrais croyants, tu as d'autres qui ont commencé à douter, et ils ont commencé à douter quand le fils de Joseph s'est répandu dans la presse en disant que leur père faisait juste des exactions, qui piquait le fric de tout le monde et qui s'achetait des voitures de luxe, des villas un peu partout dans le monde, enfin bref, qui dépensait un argent qui ne lui appartenait pas, quoi. Ils vont commencer à comprendre à un moment donné que c'est du flan, ouais. Que c'est des pas tous faux. Parce qu'il y a le fils de Joseph qui s'appelle Élie, qui va dévoiler en fait les fraudes financières de son père, qui a pris l'argent de la secte, qui s'achetait des villas, des voitures de luxe, des voyages, etc., qui a fait plein de trucs. Il a commencé à balancer ça aux adeptes qui ont commencé à se méfier, et c'est là où ça commence un peu à partir en n'importe quoi, et où il va y avoir des meurtres et des suicides collectifs. Oui. En Suisse d'abord. La Suisse a été, je sais plus, il y a eu 53 morts au total, je crois que c'était 37 en Suisse. Il y a vraiment beaucoup de gens qui sont morts en Suisse, non seulement par empoisonnement, mais comme je l'ai dit, empoisonnement, armes à feu, des gens qui ont été maintenus pour être tués, donc on a des traces de liens. Et puis ensuite un incendie pour faire disparaître tout ça. Et répondant à ta question antérieure, est-ce que Joseph et Luc étaient des malfrats ou est-ce qu'ils y croyaient eux aussi? On ne le saura jamais. Pourquoi? Parce qu'ils sont parmi les morts de Suisse. Donc, ils sont morts eux aussi. Ils se sont suicidés en groupe? Oui, alors c'est difficile à savoir. Est-ce qu'ils sont suicidés parce qu'ils y croyaient eux-mêmes à leur faribole? Ou est-ce qu'ils se sont suicidés parce qu'ils avaient peur d'être pris et de passer au tribunal et d'entrer dans une forme de déchéance? J'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont morts. Et ce qui paraît certain, c'est qu'on ne les a pas tués. Donc, ils ont décidé eux-mêmes de mourir. Ça, il y a eu plusieurs vagues de suicides. C'est 3. La première. Ouais. Donc, ils étaient dedans. Ils sont partis parce qu'ils disaient... Donc, alors, c'est ça qui est assez fou. Ils disaient la mission du temple touche à sa fin. Les dirigeants de l'ordre vont rejoindre l'étoile Sirius. Alors, ils ont dit ça quand ils ont vu que ça commençait à mal tourner. Pourquoi? Parce que tu as des membres qui se posaient la question, mais enfin, il n'y a rien qui évolue ici, on reste toujours dans le même état. Et quand est-ce qu'on va sur Sirius, quoi? Puisque la fin du monde est proche, quand est-ce qu'on y va? C'est une réflexion logique. Tu as affaire à des gens intelligents. Donc forcément, cette réflexion, tu dois te douter qu'elle va arriver. Et donc, à un moment donné, il faut finir. Alors, il faut finir parce que les adeptes commencent à se douter qu'il y a une sacrée qui ne va pas, quelque chose qui ne va pas, c'est du wallon, pardon. Et puis, il faut finir aussi parce que tu as Élie qui s'est répandu un peu partout en disant que son père, Joseph, comme tu disais, commettait des exactions. Donc, il était temps de mettre une fin. Voilà. Et grâce au suicide, ils pouvaient aller sur Sirius. Oui, mais ils profitent plus, du coup, s'ils se suicident, les chefs. Ils sont sur Sirius. C'est bizarre, hein? Ah, ils sont sur Sirius. T'y crois ou t'y crois pas? T'y crois ou t'y crois mais pas? au final, c'est-à-dire que les autres se disent, ils sont vraiment partis? Alors Sirius, c'est complètement crétin, parce que Sirius, c'est une étoile. Alors une étoile, c'est comme le soleil, ça brûle. Tu vas pas vivre là-dessus, hein.
Notre Soleil, c'est 12 millions de degrés au centre, 6 000 à la périphérie. 6 000 degrés, t'es cuit avant d'arriver. Hein. Donc, ce sont des conceptions, mais ce sont d'un crétinisme profond. Et donc, comment ils vont se suicider le reste? Ils vont se dire, tiens, les chefs ont fait ça, on part avec eux? C'est ça. Incroyable. Ça ressemblait de ça. Il y a des familles entières. Puisqu'ils sont morts, comment tu le savoir? C'est hyper triste. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des familles entières qui se suicident, il y a des enfants, des La adultes. connerie humaine n'a pas de limite. Quand Einstein vivait encore, il disait, quand je veux avoir une idée de l'infini, je me tourne vers l'espace, là j'ai un doute. Je me tourne vers l'espèce humaine, et sa bêtise, je n'ai aucun doute quant à l'infini. Le 30 septembre 1994, il va commanditer, Joseph, avant de se suicider, le meurtre de la famille Dutoit, qui avait dénoncé l'arnaque de la secte. Il y a une famille qui a commencé à dire, attention, là, c'est quand même bizarre ce truc et tout, machin. Hop, ils se retrouvaient poignardés. Et après, il y a un suicide collectif, parce qu'ils savaient que de toute façon, ils avaient tué des gens, c'était foutu. C'est foutu. Je pense que les coups de poignard que tu décris chez ces personnes, c'est la panique. Ils ont cédé à la panique. Et puis, ils ont repris leurs esprits, ils se sont rendus compte que ça tournait pas bien. Et donc, on est allé vers le suicide collectif. Donc, pour bien expliquer le massacre, le 4 octobre 1994, il y a une réunion en Suisse, au Canada, etc. Et c'est Joseph qui va faire exécuter, en fait, tous les gens présents. Ouais. Tous les gens présents, mais non seulement présents là où il est, mais présents là où il n'est pas. C'est-à-dire, les membres de la secte, où qu'elle soit, il ordonne des exécutions. Et il a partout des sbires qui y croient, qui sont complètement investis par cette idée un peu crétine, il faut le dire. Enfin voilà, c'est comme ça. Et qui ordonne les exécutions et les suicides. Empoisonnement, balle à bout portant, incendie à la fin pour finir, pour cacher les preuves. Hein, voilà, ils vont partir. 16 morts l'année suivante, donc il y a 53 morts au total. Quand même 16 morts en France l'année suivante, 5 morts au Canada en 97. Je vous mets une photo ici, on voit les corps allongés dans un jardin, dans le jardin de la propriété de la secte. Il y avait même des gens qui étaient jaloux de ne pas avoir été choisis pour mourir et partir à Sirius. Alors, tu avais les deux. Tu avais des gens qui étaient jaloux de ne pas avoir été choisis, mais tu avais d'autres personnes qui, elles, ont été tuées parce qu'elles avaient été choisies alors qu'elles ne le voulaient pas. Donc, tu avais un peu les deux. Et là, on voit une photo, on voit encore c'est un peu fumant même, je crois, le théâtre de la propriété. C'est ça, c'est la propriété où les faits se sont déroulés. Et les corps que tu vois allongés, ils ont été allongés par la police. Hein. Donc, on les a sortis d'incendie. Après que l'incendie fut éteint, évidemment. À la sortie de l'incendie, ils sont dans les housses funéraires. Et la police conclut donc que c'est un suicide collectif, mais que c'est organisé parce que certaines personnes étaient attachées, d'autres non. Donc ça, c'est important aussi. Et donc, tu as un copain qui a travaillé sur l'histoire. Oui. C'est un de mes copains qui était là-bas en stage de formation en Suisse quand l'affaire s'est déroulée. Et il l'a toujours expliqué. Il est entré en maladie mentale, en schizophrénie, suite au contact avec ce nombre de morts incroyable qu'il a vu devant lui. Donc ça a été chez lui un choc psychique. Et donc les entrées en schizophrénie, c'est un truc intéressant pour les psychoses, se font parfois à cause de médicaments, à cause de substances, à cause de différentes choses, mais peuvent aussi survenir pour un choc psychique. Et là, ça a été démontré, ça a été prouvé. Tu peux devenir... Tu as le fond, tu as la prédisposition, elle n'est pas encore apparue. Il y a un élément déclenchant qui permet malheureusement à la maladie d'apparaître. Dans son cas, ça a été de voir autant de morts dans un contexte comme celui-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vérifie si toi, tu es toujours apte à travailler? Est-ce que quand vous êtes en contact avec des métiers difficiles psychologiquement, il y a des sortes de contrôles psychologiques pour savoir si tout va bien, pour que tu puisses parler aussi quand tu vois des trucs un peu durs? Non, c'est pas prévu. Pour les policiers, ça existe. Ils ont des cellules de soutien psychologique qui existent au sein de la police. Je sais qu'en France, ça existe aussi, police, gendarmerie, où ils ont ça. Pour les médecins légistes, ça n'existe pas. En fait, nous, on a toujours l'idée qu'on est capable de résister à tout. Hein, on peut tout voir. C'est normal, ça fait partie de notre métier. Eh bien, c'est pas faux. C'est pas faux, parce que la sélection se fait aussi. Moi, j'ai déjà engagé des gens pour faire la médecine légale qui n'ont pas tenu le coup. Ils n'ont pas tenu le coup, non. T'as formé des mecs qui n'ont pas... Ouais. À un moment donné, tu vois, ils décrochent. Et ils décrochent, ils n'arrivent plus à faire leur métier. Donc, la médecine légale, c'est quelque chose de spécial. On est fait pour, on n'est pas fait pour. Moi, ça va. J'ai vu tellement de choses. J'ai vu des charniers, j'ai vu des tas de choses dont même je ne peux pas parler. Et donc, j'en ne parlerai d'ailleurs jamais. Parce que c'est interdit. Et que, voilà, c'est la loi. Donc, j'ai vu des trucs qui dépassent le réel, qui dépassent l'entendement, qui dépassent ce que je raconte même dans mes bouquins. Ils sont très largement dessus. Ah, c'est vrai que je raconte de l'histoire, je raconte, c'est la médecine légale de tous les jours. Elle n'est pas banale pour celui qui la vit. Elle n'est pas banale pour le mort. Mais enfin, lui, il est mort, il s'en fout quand même un peu. Mais elle n'est pas banale pour ceux qui entourent. Mais je t'assure que dans ma vie à moi, c'est du banal. Il y a des choses que tu emmèneras dans ta tombe. Ah oui.
Tu vois des trucs encore pires que ce que tu racontes dans les livres. Il y a des trucs pires, il y a des trucs aussi qui sont frappés par une forme d'omerta. J'ai été au Kosovo, j'étais déterré les charniers du Kosovo, je ne vais pas en parler. Des situations comme des enquêtes qui sont particulièrement médiatisées, c'est pas mon rôle d'en parler, c'est au tribunal de juger l'affaire, c'est pas à moi d'intervenir. Voilà, c'est des histoires comme ça. L'affaire la plus connue en Belgique de tueur, c'est Dutroux. Je sais pas si... Je n'ai pas intervenu dans Dutroux. T'es pas intervenu, ok. Du tout. Dans d'autres affaires connues, mais qui n'ont pas dépassé les frontières, oui, mais pas dans celle-là. Et l'affaire Dutroux, ça a été une saloperie, parce que tous ceux qui ont travaillé dedans ont été salis. Alors qu'ils ont très bien travaillé, pour la plupart, pas nécessairement tous. Il y en a, on l'a vu, l'enquête a démontré que certains avaient travaillé en parallèle à la justice et avaient fait une enquête qui était parallèle. Ça, c'est pas bien, ça se fait pas, c'est condamnable. Mais ceux qui ont travaillé dedans ont vraiment fait tout ce qu'ils pouvaient. Personne ne pouvait imaginer à l'époque qu'un Dutroux pouvait exister. Maintenant, tout le monde imagine, parce qu'on en a l'expérience. Et c'est toujours comme ça. On passe d'expérience en expérience qui nous permet de progresser. C'est valable pour l'individu, c'est valable pour la société aussi. Toi, t'as des amis qui ont bossé sur oui, bien sûr. Dutroux, ouais. T'as pas été appelé en tant que médecin légiste à ce moment-là, c'est tout. J'étais pas de garde. C'est un de mes copains, collègues, amis, qui était de garde. C'est lui qui est allé. Et je le plains de tout mon cœur. Pourquoi ? Parce que c'est des situations médiatiques comme ça, je t'assure, c'est vraiment très pénible à vivre. Parce que les petites filles, tu les connais. On peut resituer juste l'affaire, parce Oui, que je ne sais pas si tout le monde la connaît. Marc Dutroux est un personnage qui a été condamné pour avoir violé et tué des enfants, dont 2 petites filles qui s'appelaient Julie et Mélissa. C'est une affaire qui a fait grand bruit en Belgique, mais qui a très largement dépassé les frontières en Belgique. En France, tout le monde connaît l'affaire Dutroux, je pense. En tout cas, les plus anciens, maintenant, on commence à vieillir, hein, c'est les années 90. Et ces 2 petites filles, on les a retrouvées. Elles avaient été ensevelies, on les a retrouvées. Et c'est des copains à moi, en tout cas 3 copains à moi qui ont fait les autopsies, dont un qui m'est très très proche, parce qu'on travaille tous les jours ensemble, un type exceptionnel. Et on n'en parle jamais. Et je le plains, mais vraiment de tout mon cœur, d'avoir eu cette affaire-là. C'est très pénible à supporter, je pense. Moi, j'ai vécu d'autres affaires médiatisées, c'est la même chose. C'est des affaires qui te restent dans la tête. Et j'avais dit à l'époque, à ma femme de l'époque, j'étais ma première épouse, j'ai besoin d'une piste d'atterrissage. Ça veut dire, quand tu sors d'une affaire pareille, il faut que tu retournes au métier, mais avec des affaires de tous les jours, pour reprendre contact avec le réel, quoi. Tu as l'impression d'être sur un nuage, d'être dans une autre dimension. Et c'est vraiment très particulier. Pourquoi ? C'est des situations que j'aime pas. Pourquoi, dans quel sens tu dis tu le plains c'est le fait Je qu'il soit le plains. médiatisé ou parce que Ouais. cette scène est... Mais ils les connaissaient. Tout le monde les connaissait. On a vu leurs photos à la télé. On a vu des petits films qui étaient diffusés par la famille, notamment parce qu'on imaginait qu'elles avaient été kidnappées, donc pour que le kidnappeur se rende compte que ces petites filles avaient aussi une vie qu'il faut leur rendre. Ça n'a pas marché. Tout le monde sait que ça n'a pas marché. Donc, tu autopsies des gens que tu as l'impression de connaître. Tu es à la fin d'une histoire qui a tenu en haleine toute la Belgique. C'est toi qui as en main les débris de corps, ce qui restait, quoi. C'est vraiment très difficile à vivre comme ça. Parce que lui, c'était un violeur, etc. Et donc, il a fait sur d'autres filles et enfants que ces 2 filles-là ou... Alors, il y a eu ces 2 gamines-là. Il y a eu Anne et Effie, qui étaient des jeunes filles flamandes, qu'il a kidnappées, enfin, qu'il a fait kidnapper s'il avait des gens qui travaillaient un petit peu pour lui dans ce domaine. Et il y a eu encore eu 2 jeunes filles, Laetitia, notamment. Donc, il a tué 5 personnes ? Il en a plus que ça. Il a tué 4 jeunes filles, ça c'est sûr. Il a tué aussi un de ses complices, qui portait le même nom d'ailleurs qu'un producteur américain qui a eu des problèmes avec la justice, il s'appelait Weinstein. Donc il a aussi tué ce monsieur-là. Voilà, il y a eu toute une histoire. Aussi. Oui. Il avait des complices là-dedans. Il avait comme Monique Olivier ce complice-là qu'il a tué. Fourniret et Monique Olivier, c'est encore une autre histoire. Ils travaillaient à 2. Hein. C'était un couple. Hein. C'est un couple meurtrier, c'est un couple terrible. Un couple pouf. Et en quoi c'était... Eux, c'est des vrais psychopathes. Travailler pour Dutroux, il le payait ? Ah non, je ne sais pas du tout. Je n'ai pas creusé du tout cette affaire. Il y avait encore d'autres personnes. Hein. La femme de Dutroux qui a été libérée il n'y a pas longtemps. Un monsieur qui s'appelait Le Lièvre, qui a été lui aussi libéré il n'y a pas si longtemps. Mais Dutroux est en position d'être libéré. Le problème, c'est qu'il n'entre pas dans les conditions de la libération. Il devrait trouver du boulot. Enfin, il y a différents trucs
qu'il faut pouvoir remplir pour être en liberté conditionnelle, et il n'y arrive pas. Son avocat s'en est d'ailleurs plaint dans la presse en disant que M. Dutroux est un condamné comme tout le monde, il a droit à une libération conditionnelle, il est honteux qu'il ne puisse pas l'avoir. Il n'y a pas une histoire où il cachait les filles chez lui dans une pièce secrète et qu'il ne donnait pas à la police l'endroit? C'était une cave. C'est une cave qui était cachée derrière dans sa cave. C'est une autre petite pièce qu'il avait aménagée, petite, hein, c'était vraiment très petit, avec une espèce d'armoire qui venait se caler contre, qui empêchait de voir qu'il y avait une pièce là derrière. Il y a un gendarme, je suis persuadé qu'il en est mort, ce pauvre homme, qui est descendu dans cette cave et qui n'a pas vu, les filles étaient encore normalement en vie à cette époque-là, qui n'a pas vu cette armoire, qui n'a pas vu qu'il y a moyen de la déplacer, qui n'a pas vu qu'il y a moyen de trouver les filles qui étaient derrière. Il en est, mais c'est une affaire de merde, hein, pour tout le monde, vraiment pour tout le monde. Ça a été pourri. Pour la Belgique, pour la justice, pour la police, pour la gendarmerie. Il a payé cher, la gendarmerie, il a disparu. Pour la médecine légale, pour ceux qui ont eu à toucher, à voir ces corps, à travailler là, c'est une affaire atroce. Et alors, une dernière histoire, alors là, c'est un mélange de tout. Pour terminer cette émission sur tous les rituels occultes, sataniques, sectes, etc. Là, c'est des narco-satanistes. C'est-à-dire qu'il y a eu un gang au Mexique qui est assez incroyable. C'était à Matamoros, le gang sataniste de Matamoros. Donc c'est au Mexique, c'est dans les années 80. Et donc ils cumulent tout. C'est-à-dire que c'est un cartel mexicain et qui en même temps font des rituels sataniques. Ils cumulent narco, le trafic de cam, et satanisme, des rituels qui sont d'inspiration satanique. En fait, ils invoquent pas Satan, hein, mais leurs rituels sont un peu particuliers. C'était un drôle de truc. Ils avaient un chaudron. Dans le chaudron, ils mettaient des os humains, des os d'animaux. Des crânes. Il y a une photo qui va passer à mon Je ne sais pas si on peut la mettre à l'image, mais je vais voir si on arrive à la mettre. Tête de coq, enfin, voilà. Et ils étaient persuadés que ce chaudron leur donnait la capacité d'entrer en contact avec les esprits. Et des rendre invincibles, je crois. Grâce à ce contact avec les esprits, ils pouvaient, échapper à la police, ce qui les aidait pour le narcotrafic, et deux, être plus puissants. Voilà, c'est génial, hein. Allez, ces rites et pensées magiques, c'est complètement crétin. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il y a des gens qui soient capables de croire en des conneries comme celle-là. Le chef s'appelait Adolfo de Jesus Constanzo. Voilà. Ouais, il avait juste dit dans son nom, mais ça ne veut rien dire. Hein. Parfait. Je vois que ça rigole à rien. Et donc, il pratiquait le palo mayombe, qui est une sorte de vaudou. Juste, qu'est-ce qu'on connaît de ce chef-là? Pas grand-chose, à part qu'il a été initié par sa mère à des rites divers et variés, notamment au palo mayombe. Non seulement sa mère... Qui est une religion un peu vaudou. Hein. Oui, c'est ça. Mais non seulement sa mère, mais également par un prêtre. Alors, je ne sais pas si c'était un prêtre chrétien, catholique ou autre, c'était un prêtre, peut-être de cette religion, d'ailleurs, palo mayombe, qui l'aurait initié à la religion en question, ce qui serait parfaitement logique. Et donc, enfant, il voyait des rites, des trucs un peu bizarres. Des rites, des sacrifices animaux, des rites qui ont tous cette inspiration satanique. Alors, dans les rites, c'est facile. Soit on s'inspire de Dieu, soit on s'inspire de Satan. Alors, quand c'est pas Dieu, c'est forcément Satan. À la fin des années 70, Adolfo, etc., à Mexico, devient... je vais à chaque fois prononcer avec mon accent ridicule. Des Jesus. Des Jesus. Devient sorcier. Je vous mets les photos, c'est assez marrant. On dirait, tu sais, l'acteur qui a joué dans MacGyver, un peu la même coupe de cheveux. Il commence à proposer ses services à des politiciens, des policiers, des trafiquants, etc. Il commence à rentrer là-dedans. Comment ils choisissaient leurs victimes? Ils choisissent pas. C'est sans-abri, c'est ce qui leur passe sous la main, en fait. Et qui n'est pas trop dangereux à saisir. Jusqu'au jour où il kidnappe un étudiant américain qui s'appelle Mark Kilroy. Ça met tous les flics du coin en éveil, en émoi. On le suit partout. On essaie de le retrouver. Il retrouve son corps dans un ranch. Et dans ce ranch, il trouve aussi 14 autres morts, de la cam, des restes humains, un peu de tout. Tout ce qu'il faut pour faire un rite satanique. Ils vont arriver à arrêter Adolfo? Non, ils ne l'auront pas. En fait, Adolfo, on a vu, hein, c'est un personnage assez emblématique de la secte. Hein, c'est lui qui finalement la tient. Il est clairement un beau gosse. Il a eu un certain pouvoir à un moment, hein, puisqu'il a été un conseil spirituel de personnalités importantes. Il décide de se faire tuer. Donc, il décide clairement qu'on ne le prendra pas. Ça, c'est le sursaut d'orgueil dans toute sa splendeur. Il ne se tue pas lui-même. Il se fait tuer par un de ses disciples. De cette manière-là, on ne l'aura pas. Si quelqu'un demande de te tuer, si tu dis, tiens, un pote, est-ce que tu peux me tuer parce que voilà, pour X ou Y raison, j'ai envie de partir, est-ce que c'est considéré comme un meurtre? Oui, bien sûr. Même s'il t'a demandé? Ah oui, parce que l'autorisation de la victime n'est pas valable, ne permet pas de valider la commission d'une infraction. Même s'il a envie de décéder? Oui. Pour éviter des fausses vidéos où t'as un mec qui dit, vas-y. Oui, parce que, allez, dans ce cas-là,
l'euthanasie serait autorisée en France depuis longtemps. Pourquoi ? Parce qu'on demande à un médecin à mourir. Si le consentement du patient quant à sa mort valait, on ne se poserait pas la question de savoir si l'euthanasie est légale ou pas. Comment la presse est au courant, parfois dans des affaires de meurtre, où toi t'arrives et tu vois qu'il y a une affaire médiatisée alors que personne ne devrait être au courant. Comment ils sont au courant ? Alors, je ne connais pas les tréfonds de la façon dont ils agissent, mais clairement, je suis à peu près sûr, ils ont des scanners qui leur permettent de scanner les fréquences police et de savoir qu'il se passe quelque chose à tel endroit et d'arriver pratiquement en même temps que moi, d'ailleurs, sur certains cas. Et puis, une fois, il m'est arrivé un truc complètement fou. J'étais dans une salle d'autopsie, j'étais en train d'autopsier des corps. C'était une affaire hyper médiatisée. Et je dis à mon assistant, c'était deux petites filles, et je dis à mon assistant, surtout, ne me laisse pas oublier, il commençait à être tard, il était 1h du mat', je commençais à être fatigué, ne me laisse pas oublier de disséquer le cou de la fillette, parce qu'il est fort laxe. Et la laxité du cou, ça peut être deux choses. Soit la putréfaction, avec la putréfaction, effectivement, les tissus se laissent distendre. Soit une fracture. Et si c'est une fracture, alors on a la cause du décès de la gamine. Donc c'était hyper important de le vérifier. Mon assistant quitte la salle d'autopsie un moment, il va chercher à boire, il va chercher de la flotte, quoi. En face, en fait, la salle d'autopsie, elle est séparée, le bloc où se trouve la salle d'autopsie, le bâtiment, est séparé du bâtiment de la médecine légale par un parking. Donc tu traverses le parking, tu es en médecine légale. Il va chercher de l'eau, il revient. La radio fonctionnait. Il entend à la radio les journalistes qui annoncent qu'on a découvert la cause du décès des filles. Elles ont eu la colonne fracturée. Je ne l'avais jamais dit que c'était ça. J'ai lâché en salle d'autopsie, il y avait des policiers. Il y avait nous, il n'y a personne d'autre. Donc il y a un policier qui a communiqué avec l'extérieur, à mon avis avec la centrale, par radio, en leur disant l'autopsie avance, le docteur doit encore examiner les colonnes parce qu'il pense que elles sont peut-être mortes de fractures de colonne cervicale. J'imagine que c'est ça. La presse qui écoute les communications l'a entendu. C'était à la radio 2 heures plus tard. Il y a des flics qui vendent des infos aussi ? Pas que je sache. J'en ai jamais connu. Ça arrive qu'ils utilisent la presse avec des fausses infos pour brouiller un peu les pistes ? Alors, à Liège, non. Mais je sais que c'est déjà arrivé ailleurs, oui. Notamment en Amérique, ou dans une affaire un peu célèbre, c'est ce qu'ils ont fait. De façon à pas neutraliser l'auteur, c'était un meurtrier en série, mais de façon à renforcer son aura et lui faire croire qu'il était capable de réaliser des meurtres sans être vu et qu'on le considérait comme un génie. Ça a bien marché. Ils ont essayé de nous faire croire que la Terre était ronde aussi. Oui. Alors qu'elle était parfaitement plate. Tout le monde le sait. Tu es donc un globiste. Oui. C'est le mot que les platistes utilisent pour nous désigner, paraît-il, j'ai entendu ça. Exactement, avec globis corniaque, ouais. Globis corniaque. On avait reçu. Est-ce que tu as déjà eu une affaire compromise à cause de la presse ? Pas encore. Ça pourrait arriver, mais pas encore. Par contre, la presse pourrait nous compromettre, et elle a failli le faire avec moi. C'était une affaire où j'étais pas impliqué, je donnais une interview à la presse, et ils se sont servis de mon image pour mettre en dessous l'ADN n'a rien donné. À un moment où les recherches ADN étaient toujours en cours. Mais puisque mon image était là, ça donnait l'impression que c'est moi qui avais donné cette info, une info qui était fausse puisqu'elle n'existait pas encore, l'ADN continuait à être fait. Ils s'étaient servis de mon image pour renforcer ce qu'ils espéraient transcoup et qu'ils espéraient correspondre à la réalité. Il y a des journalistes qui te proposent de l'argent, à l'époque. Non, c'est jamais arrivé. Moi maintenant, mais pour avoir des infos, pour un article ou un truc comme ça. C'est jamais arrivé. Jamais. En même temps, ils savent qu'avec moi, l'argent, c'est pas le bon plan. Alors, aujourd'hui, on tourne une émission, celle-ci, sur les sectes, etc. Mais sachez que la veille, on a tourné une autre émission dans un stand de tir. On est allé tester des armes à feu, qui sera la prochaine émission diffusée, parce qu'il y avait un temps de montage plus long. Donc la prochaine émission avec toi, Philippe, ça c'est qu'on a tourné hier. Ouais. On a tourné très longtemps dans un stand de tir où il faisait très froid. On s'est caillé, mais c'était très intéressant. T'as plu humide aussi. Hein. C'était très humide. Il a plu sur Philippe toute la journée. Ouais. On est dans une espèce de stand, dans une grotte calcaire. On est allé avec un gendarme, expert en balistique. On est allé avec une caméra, 22 000 images secondes. C'est énorme. Normalement, c'est 24-25. On est allé avec le parapluie pare-balles du président de la République pour l'essayer. On est parti aussi avec des objets, des bustes en gel balistique avec le squelette et du phosphore à l'intérieur pour essayer de comprendre les impacts des différents calibres, pour essayer d'aller un petit peu plus loin, parce qu'on parle souvent de meurtres avec des armes. On en a reparlé aujourd'hui. Malheureusement, dans les affaires de sectes, etc., il y a parfois des armes, des armes blanches, des couteaux, etc., mais des armes à feu. On va essayer d'approfondir le sujet la prochaine fois, en vous diffusant cette émission, si tu es d'accord pour la prochaine.
Avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup Philippe d'être revenu Merci nous de voir. m'avoir invité. Je remets les liens, si vous voulez aller chercher les livres de Philippe, je vous mets les liens dans la description de la vidéo YouTube pour aller les chercher. Pour l'instant, il y a les 3, quand il y aura le 4e qui va arriver, t'as la date déjà. Ouais, c'est dans la nuit du 26 au 27 août. Pourquoi tu sors un livre la cette nuit? année. C'est quoi C'est un truc de mon C'est les albums qu'on sort à 2h du matin. Tu peux sortir le bouquin la veille de sa sortie, à partir de minuit. Et il fait toujours un événement autour de ça, c'est assez marrant. Du 26 au 27 quoi? La nuit du 26 au 27 août. 26 au 27 août. Mettez le nom du 4e livre de Philippe en commentaire de la vidéo YouTube. Tu pourras aller voir, il y aura peut-être des bonnes idées. Pourquoi pas? Mettez des titres, proposez des titres. C'est sur quoi le thème, tu sais ou pas? C'est un peu la même chose que le 2e et le 3e, donc c'est des histoires de médecine égale. Ouais, tout ce que tu as pu voir et vivre. Je peux dire qu'on fait pas mal, on se voit en dehors avec Philippe et il y a un nombre d'anecdotes assez incroyables. On a encore fait un dîner chez moi avec des amis et tu racontais des trucs, tout le monde était à l'écoute, etc. C'est assez marrant à voir. Voilà, en tout cas, je vous les mets dans la description de ce podcast. Si vous voulez nous écouter, si vous nous écoutez sur Spotify, Deezer et Apple Podcasts, vous aurez le lien pour télécharger ou alors commander les livres parce que vous pouvez même les avoir en audio. Maintenant, tu as tout fait. Oui, je vais faire le 2e. T'as fait Audible, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et le premier est fait, je vais faire le 2e. Je crois que c'est très long à enregistrer. C'est des matinées complètes, t'en as pour une semaine. Pour un bouquin, t'en as pour une semaine de matinées. Je refuse aussi de le faire l'après-midi. Tu dois te reprendre à chaque fois. C'est fatigant, en fait, c'est vraiment fatigant. Mais c'est sympa. Venir ici avec toi, pour moi, ça me repose, ça me détend, c'est parfait. Mais quand il s'agit de lire mon livre, le lire correctement, alors c'est marrant parce que la fille qui m'interroge, enfin, qui écoute quand je raconte, elle le suit mot à mot. C'est mon livre, c'est moi qui l'ai écrit. Quand je change un mot, je me dis, tiens, ce mot-là mieux. Non, c'est pas ça qu'il est écrit. Oui, je dis, mais c'est quand même moi qui l'ai écrit, merde. Eh ben non, je dois faire le mot qu'il y a dans le bouquin. Ah, waouh. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Je te serre la main avec l'index, un peu comme ça. Du coup, on a appris ça tout à l'heure. Gros bisous à tous. Merci à toute l'équipe d'avoir préparé l'émission. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo avec Philippe dans un stand de tir cette fois. Sur Légende, merci à vous tous de nous suivre de plus en plus nombreux. Vous êtes environ 150 000 à vous abonner chaque mois et à nous rejoindre sur la chaîne YouTube de Légende. Merci de nous suivre de plus en plus nombreux. On vous embrasse fort. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.